Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Ça y est, là c'est lancé hein. La semaine dernière déjà on était genre ouais ça y est, ça reprend, le rythme des sorties et tout. Voilà, cette semaine ça envoie du ciboulot, hein. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Si, parce qu'on a mis en marche notre ciboulot pour apprendre énormément de règles. Voilà, je suis en stress depuis tout à l'heure, genre j'espère que je vais rien oublier, j'ai trop de trucs à présenter. Soyez sympa s'il vous plaît, okay. Soyez indulgents, ça fait beaucoup de règles à assimiler en généralement une après-midi ou 24 heures. Voilà, donc on n'a pas le temps de jouer à tout, sachez-le aussi. Donc voilà, on va commencer pas encore la vidéo en elle-même avec les nouveautés parce qu'on a d'abord une super annonce de méga focus trop cool à la fin de la vidéo. Tag Team, voilà le futur jeu de duel et de construction de deck en fait. Oui, ce qu'on appelle les auto-battleurs en fait. Voilà, il est trop fort. De chez Scorpion Masqué, voilà, de Grisha German. Ouais, je pense. Et magnifiquement illustré par Nayad, j'adore Nayad. Voilà, on vous présente ça à la fin de la vidéo. Maintenant, en parlant de focus, et ben en fait, je vais vous montrer une nouveauté qu'on vous a fait en focus déjà il y a un mois. Un mois et demi, je crois, 2 mois. Un mois et demi. Avant qu'on parte en vacances. Donc c'était il y a 2 mois. Oh wow. Et ben le voilà, regardez, c'est Moustache. Ah oui, je me souviens, je disais Moustache. Oui. Moustache sur lequel j'ai déjà mis les petits cartes. J'y ai joué très souvent en soirée, en famille. Moi vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça renouvelle vachement le jeu de pli. Je suis pas une grande fan des jeux de pli de manière générale. J'ai, on va dire, 2 exceptions. C'est Rebelle Princesse de chez Gigamic et maintenant Moustache. Moustache, c'est un jeu de Alexandre Aguilar et Jules Messot, illustré par Gorobei. C'est un jeu de chez les Lumber, si je me souviens bien, les Lumberjacks. C'est un jeu à partir de 10 ans, 3 à 6 joueurs, 20 minutes de partie. Voilà, comme je disais, c'est un jeu de pli, mais avec plein de twists, qui peut se jouer en équipe, qui se joue en équipe, mais à la fin on gagne en solo. Après, ça peut se jouer en équipe dans le sens où, en nombre impair, il y en a un qui va jouer solo. Oui, c'est ça. Finalement, c'est quand tu joues à 3 que tu es seul contre 2. Oui. Mais voilà, sinon à 5, c'est 3 contre 2. Même jouer en équipe à la fin, comme on fait plusieurs manches, à la fin des 4 manches, il y a quand même un seul gagnant, même si on a joué en équipe. Tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura toujours un seul gagnant. Oui. Voilà. On va avoir du coup ces cartes avec ces magnifiques animaux qui ont des moustaches plus ou moins développées en fonction de leur force, voilà, hein. Quand c'est le 1, il a que dalle comme poil. Quand il a une plus grosse valeur, sachant que ça va de 0 à 10, il commence à avoir des moustaches plutôt conséquentes. On a chacun un récap de la répartition des couleurs. Déjà, le but c'est pas de gagner des plis, c'est de gagner des plis où il y a des étoiles dessus. En fait, c'est ça. À la fin de la manche, la manche, on va compter qui a le plus d'étoiles et c'est l'équipe ou la personne, si on joue en solo, qui va pouvoir se piocher dans les petits trophées à chaque manche, sachant que les trophées ont des valeurs aléatoires plus ou moins grandes. Évidemment, la manche 1, c'est pas des points énormes, et à la dernière manche, on gagne des gros points. Voilà, on pioche aléatoirement à chaque fois qu'on arrive à gagner dans une manche. Sachant que aussi, les couleurs, normalement, ce qui gagne un pli, ça va être la valeur la plus forte dans la couleur demandée. Bien sûr. Exception de l'atout, généralement. Ici, par contre, ça va se pas délibérer, rien à voir. Non. Se départager. Tout à fait. Merci. Grâce aux couleurs, vous voyez, celle-là, la petite verte, c'est la plus faible. Vous voyez, il y a des petites flèches comme ça, ça veut dire moins grand. Oui. Le plus fort, c'est le bleu. C'est-à-dire que si on lance un pli au rose, je suis obligée de suivre au rose comme un jeu de pli. Mais si je coupe avec du orange, je remporterai le pli puisque le orange est plus fort. Mais ce qui voudrait dire que tu n'as pas de rose. Et voilà. Comme d'hab, quand on pisse dans un jeu, on donne des infos, mais là, pisser, ça peut nous permettre quand même de pouvoir gagner si on joue une carte plus forte. Répartition des couleurs aussi va vous dire, regardez, la couleur la plus faible a quand même vachement plus d'étoiles que la couleur la plus forte. Ce qui est logique. Voilà. Et comme toujours, aussi très logique, c'est que c'est les valeurs médianes qui rapportent des étoiles, puisque c'est elles avec lesquelles c'est plus difficile de gagner des plis. Aussi. Ok. Là, vous avez en fait finalement le grand twist de la mécanique de pli, qui est sur cette répartition et la force des couleurs. On va pouvoir créer en début de manche les équipes en distribuant face cachée et aléatoirement ces petites cartes. On les retourne et ceux qui ont les cartes roses sont en équipe, ceux qui ont les cartes bleues sont en équipe, et après celui qui a la carte avec la petite couronne, celui qui lance le pli. Très bien. Simplement.
Hop, on lance le pli, on a chacun un certain nombre de cartes qui est noté ici, extrêmement bien noté. Vous voyez, si on est à 4 joueurs, c'est 10 cartes chacun. Très bien. Voilà, donc on a nos cartes en main. Et on va révéler, ça c'est l'autre grand twist de Moustache, une carte, événement contrainte pour la manche. Ok, on la révèle. Et pour cette manche-là et les prochaines, maintenant les étoiles des cartes oranges sont doublées. Yes. Donc on va grave essayer de gagner les cartes oranges. Bien sûr. Ok, les cartes oranges avec des étoiles. Et donc, je lance, et les gens suivent, etc., etc. On remporte le pli, on le met devant soi, le gagnant relance, et on fait ça, jusqu'à ce que donc on finisse notre main de cartes et qu'on compte les étoiles. Ensuite, on pioche nos petits trophées si on fait partie des gagnants. On redistribue les cartes et on révèle une nouvelle contrainte. Ici, les étoiles des cartes vertes sont négatives, sachant que les vertes, comme je vous ai montré, c'est celles où il y a le plus d'étoiles. Oui. Donc pas fifou. Et donc maintenant, à partir de là, on va avoir cette règle-là qui dit que les oranges sont doublées, mais en plus, on aura les vertes en négative. Et on va avoir des conditions qui vont s'additionner. La hiérarchie des couleurs est inversée. Donc maintenant, c'est le vert qui est le plus puissant. Yes. Voilà, celle-là, tu aimes bien. Oui. Hop. Et il y en a une autre, c'est les cartes de valeur identique sont défaussées avant de résoudre le pli. Ça, c'est bien tricky. Il y en a une, c'est en fait du draft. Avant la manche, on passe 2 ou 3 cartes, c'est ça, je sais plus, 2 cartes. Il me semble que c'est 2 cartes. À notre voisin de gauche. Qui 3. peut être notre allié ou pas en fonction de la répartition aléatoire de ces cartes-là. Oui. Des fois, notre voisin de gauche est directement. Parce qu'on rappelle que la distribution des équipes se fait au début de chaque manche. Donc non seulement il y a une règle qui vient en plus, mais en plus on a peut-être potentiellement changé de partenaire. Et voilà, et c'est pour ça qu'en fait, à la fin de la partie, il n'y a qu'un seul gagnant parce que c'est la personne qui aura réussi à récupérer le plus de trophées, donc gagner, faire partie de l'équipe qui a le plus gagné à chaque manche, et avoir aussi un peu aléatoirement eu de la chance de piocher la valeur la plus élevée. La répartition des jetons est quand même assez bien faite dans le sens où au début les points sont peu intéressants. Si on gagne sur les 2 dernières manches, il y a quand même moyen de se mettre bien. Et même si on gagne que à la dernière, il y a quand même moyen de remonter. Hein. Ça dépend de ce qu'on va piocher, mais effectivement... Voilà. On peut très bien gagner les 2 premières manches et faire que 4 points. Je peux gagner la dernière manche et gagner 6 points. Quoi. Donc ça, c'est pour le coup... et puis c'est un petit twist de fin. Quoi. Quand on révèle le score et qu'on se dit « Ah, mais putain, moi j'en ai gagné 3. Ouais. Toi, t'en as gagné qu'une, mais t'as quand même autant de points que moi. » Ça peut être très frustrant, mais c'est rigolo. J'ai mon cousin qui, lui, a fait un truc, c'est qu'il piochait, mais il regardait pas. Pour lui-même se faire le petit suspense de fin. Et après, à la toute fin, il a révélé. C'était drôle. Enfin, quand on joue en asymétrie, dans le sens où nombre impair, oui. On va distribuer des cartes comme ceci. Et donc, c'est des cartes qui brillent de fou. Des cartes à pouvoir. Donc, on sait que la personne là, hein, oui. Voilà, celle qui est en sous-effectif, ou celles ES qui sont en sous-effectif. Tout à fait. Mais on ne sait pas laquelle la personne a. Ça, par exemple, la licorne, quand vous la jouez, elle gagne. C'est tout. Elle gagne la manche. Bien sûr. Enfin, elle gagne le pli, pardon. Le singe, vous pouvez choisir d'enlever une carte. Tu la gagnes carrément. Oui, de la gagner. Tu la collectes. Voilà. Ce qui est cool. Voilà, s'il y a une verte. Ah bah oui, il y a un pli tout pourri, sauf qu'il y a une carte qui vaut des étoiles, tu joues le singe, tu récupères la carte qui a des étoiles, voilà. Et voilà. Et enfin, le pichon, lui, il dit, ce pli, il est jeté. Il dégage, hop, il compte pas. Il n'y a personne qui récupère le pli, les cartes, rien du tout. Donc voilà, ces cartes-là font un peu la menace de... On voit que le gars, il l'a dans sa main. On sait pas exactement quel pouvoir il a parce que c'est un peu distribué au pif. Il en a qu'une dans sa main, donc on sait pas s'il a le pigeon. Alors ça dépend, c'est vrai que quand on est 3, t'as les 3 cartes. Oui, mais on sait pas qui a qui. Qui a quoi. Quand t'es tout seul, t'as forcément les 3 cartes, donc oui. Tu sais que t'as les 3. Oui. Mais bon, t'es tout seul, donc c'est chaud. Ouais. Par contre, quand on est à 5, effectivement, il y a que une carte qui est distribuée à chaque joueur. Donc il y en a une qu'on connaît pas. Voilà, vous voyez, quand on est à 5 joueurs... On a l'équipe de 2 avec chacune une carte. C'est ça, donc il y en a une, on ne sait pas. Mais quand on est tout seul, l'avantage, on est déjà tout seul, ce qui est extrêmement dur, ouais. Mais c'est qu'on a les 3 cartes joker, donc à tout moment, on peut quand même bien s'en servir. Exactement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est juste que là, par exemple, vous allez avoir plein de petites contraintes du coup. Ce qui est cool, c'est la découverte des règles en fait. C'est ça, hein. C'est vraiment tout ça. Si une carte 3 est jouée, c'est la plus petite valeur qui l'emporte. L'équipe qui a le moins de points remporte la manche. Si un joueur joue une autre couleur, la couleur de sa carte devient la couleur demandée. Les cartes de remportent le pli, quelle que soit la couleur. Là, on passe, celle-là, elle est affreuse. Voilà, au début de la manche, chaque joueur place une carte face cachée sous sa carte d'équipe, là-dessous, et il sera obligé de la jouer lors du dernier pli. Donc on essaye d'anticiper, mais alors moi j'y arrive jamais, genre j'anticipe quoi. Voilà, donc il y en a plein. Des fois, il y en a qui sont hyper contradictoires dans le sens où c'était quoi les cartes par rapport au vert, tu sais, où des fois c'est
je crois que c'est celle-là. Chaque carte 1 vous rapporte 3 étoiles. Oui. Et imagine, tu gagnes une carte verte, la 1. Oui, là une verte elle fait très mal pour le coup. Quand il y a moins ces 3 deux étoiles. règles-là, c'est Il compliqué. n'y a Ouais. que des trucs comme ça et t'es genre oh waouh. Après, à la fin des 4 manches, tu te flingues le cerveau. Par contre, assez la rapide. une orange avec l'autre règle, elle est très bien. Tu vois, le 1 orange Ah avec oui, cette règle-là, le 1 orange. ça c'est bon à manger ça. Ouais. Voilà, donc comme d'hab, c'est un jeu à communication limitée parce que bah, c'est un jeu de pli, donc si tu dis à l'autre ce que t'as. Après, vous pouvez, mais l'autre équipe écoute, donc pas ouf. Voilà, c'est un coup de cœur de l'équipe. Moi j'ai beaucoup joué et j'ai très hâte de le recommander et encore et encore et encore. On enchaîne avec Machu Picchu, petit jeu d'ambiance, d'observation et de rapidité. C'est un jeu de chez Gigamic, enfin distribué par Gigamic, mais c'est un jeu de studio d'édition Spike Games. Je sais même pas s'il y a les auteurs, j'ai pas l'impression. Ah si, Louis Reynaud et illustratrice c'est Mélissa Marc. Okay. Hop, c'est un jeu pour 2 à 10 joueurs. Il y a une variante effectivement à 2 et il y a une variante pour les plus jeunes aussi. Très bien. À partir de 8 ans et 15 minutes de partie. On va chacun se répartir équitablement les cartes. Très bien, c'est très équitable. T'as vu ? En vrai... Non, mais tu t'en sors très bien. T'as vu ? Ils disent ça peut se jouer, des fois il y a quelqu'un qui aura une carte de plus. C'est très bien. Voilà. Et notre but c'est d'être la première personne à se débarrasser de tout son paquet de cartes. Ok. Dès que ça arrive, on a gagné. Chacun notre tour, on va révéler la... Alors toujours, ils le disent bien, dans ce sens-là, pour bien que ce sûr. soit les autres qui vont en premier. Sa première carte et dire ce qui est... Oh, mais quelqu'un m'a mélangé. J'ai dit, mélangez-moi les cartes. Et en fait, c'est tout pourri. Et va annoncer ce qui a marqué. Tchou. Ok. Mais c'est ouf, il y a tout. Voilà. Tchou. Ok. Ça fait un train là par contre. Tchou, tchou. Pi. Ma. Pi. Donc, si à un moment, on arrive à faire un ma, tchou, pi, tchou. Ah ouais, tape, qu'importe la je carte tape. qui tombe. Je tape le Machu Picchu. Si on arrive à faire le mot entier, il faut D'accord. taper au milieu de la table le plus rapidement possible. Ok. Le plus lent se ramasse toutes les défausses de tout le monde et Très les bien. met sous son paquet. très Il y a autre chose à surveiller à part les mots. Il y a les accessoires un peu à la Twinit. Ah oui. On va révéler les petits lamas. Et si à un moment on voit qu'un lama partage un accessoire, quelque chose avec Là, ah non. Non. Là les deux ils avaient un bandeau, non? Là regarde les deux. Non, regarde, hop. Là. Ah mais c'est pas le même, je me suis non, fait avoir. c'est pas le même. D'ailleurs, si tu tapes au milieu sur la piñata En alors pensant que c'est que- pas bon, tu prends aussi toutes les cartes de tout le monde. Ah ouais, ok. Mais là, par exemple, hop, moi à mon tour, je sors ma carte, je dis ma, ah, ils ont la même moustache. Je tape au Mais milieu c'est de la pas la même moustache en plus, tu te fais avoir. Et ben voilà. Oh là là, Tu récupères tout. Et ben ouais, je récupère Mais tout. c'est super dur. C'est super chaud, vous avez vu, c'est au. c'est Attends, vraiment mais le attends, je suis sûr qu'on peut la micro-détail. trouver. Ah, c'est même pas la même moustache. C'est Je suis horrible. dead. Ah mais attends, là c'était le même collier par contre. Ah ouais, c'est le Voilà. même collier. Et ben voilà, on tape, le plus lent se ramasse tout le paquet. Ok, très bien. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Donc en fait c'est Taco Shabu Cheese Pizza qui rencontre Avocado Smash. Et Twinit. Et Twinit. C'est vraiment le mix des jeux Ouais. d'observation et de rapidité. Exactement. Pour les plus jeunes, vous pouvez enlever le Machu Picchu et juste ils font l'observation des accessoires, qui est déjà assez chaud. Hein, Ah ouais, que ok. déjà les moustaches, vas-y pour voir la différence. Hein. J'avoue. En vrai, c'est déjà chaud. Et à 2 joueurs, il y a moins de cartes en jeu. Et le deuxième joueur incarne aussi le troisième, au cas où, tu sais, il y a un Machu Picchu. Voilà. Ok, Voilà. très bien. Voilà. Je vais enchaîner aussi avec un nouvel aventurier du rail. Nouvelle ou un nouveau? Une nouvelle boîte. Ouais, voilà, ou merci. un nouveau aventurier du rail. Ouais, je pense. Ouais. Donc, les aventuriers du rail, Aurore Boréale, c'est une boîte de base. Ok, ce n'est pas une extension. C'est un stand-alone. Vous allez traverser 3 pays, Norvège, Suède et Finlande. Vous allez avoir du coup des objectifs souvent de relier différents pays. Hein. Voilà, c'est pas la même échelle. Les grandes différences, ça va être... Primo, vous allez avoir des routes, Ouais, bord de mer, des ferries, je crois. d'accord, ok. Est-ce qu'il me le marque? Ils te disent que c'est un ferry ou les pas? forêts qui rendent cette région, mettez en place les lignes de ferry. Voilà. Pas mal. Les lignes de ferry, et en fait ces lignes de ferry sont assez spécifiques parce que vous voyez, il y a des sortes de symboles là, et en fait c'est des symboles de locomotives. Oui. Et il faut ici dépenser des locomotives. Ok, bah, spécifiquement. ok. Je crois qu'il y avait ça dans Europe déjà de base, mais je suis plus sûr.
Ah ouais. Ils vont te dire dans les commentaires. Il me semble que dans Europe, il y a déjà ça. Ok. Donc là, c'est locomotive pure, mais ils le disent, le symbole locomotive, soit on joue une locomotive, soit on deux joue cartes deux cartes de même Ouais, couleur. Ça, c'est classique. Ça. Ok. Autre chose, on va avoir 4 objectifs qui seront validés en fin de partie pour celui qui aura le mieux réalisé cet objectif. Par exemple, ici, c'est celui qui, à la fin de la partie, a le plus de locomotives en main. Ah, d'accord. Donc, tu vas peut-être un peu essayer de garder des locomotives Voilà. en main. Ok. Tout en surveillant quand est-ce que la fin de partie Eh arrive. oui, en même temps, tu as Voilà. envie de les utiliser parce qu'elles sont pratiques quand même, ces locomotives. Voilà. Là, c'est 7 points si quelqu'un a réussi à traverser, enfin à rejoindre, ou à traverser du moins toutes ces villes-là. Là, c'est celui qui a le plus de wagons bleus. Ça, je sais plus. De wagons bleus, non? Tu veux dire de wagons de cartes ou de... Ah non, d'emplacement sur des Oui. bleus, c'est ça que tu veux dire? Ouais. D'accord, Voilà. ok. Donc ça, c'est vraiment des objectifs de fin de partie. Donc à essayer de prévoir. Et enfin, le truc, c'est que les locomotives, comme c'est un peu, pas le cœur, mais qu'il y a quand même une grosse mécanique dessus, normalement, quand il y a 3 locomotives ici affichées, On dégage on tout. Ouais. dégage tout. Là, non. Là, on les laisse. Le Ah. marché, il n'est pas refait. D'accord. Voilà. Parce que sinon, comme les locomotives sont hyper utiles, Oui, si à oui, chaque non, mais fois on c'est les sûr, jarte, c'est sûr. par contre, il y a toujours la règle de si tu prends une locomotive, t'en prends qu'une. Bien sûr, Ok. sauf quand tu la pioches face cachée, et Voilà. là c'est que tu as eu du bol. D'ailleurs, piocher face cachée, j'avais oublié, mais ces trucs de ferry, en plus, quand vous les complétez, vous voyez, il y a des petits plus 2, plus 3. On peut piocher des cartes. Voilà, piocher des cartes face cachée, pas là-dedans. Oui, non, mais c'est très bien. C'est Voilà, très parce bien. que c'est trop pété. Mais c'est comme ça que vous pouvez Et récupérer oui, plusieurs mais ça locomotives. donne envie de les faire là, ça donne envie de manger la côte. Voilà, c'est la grande différence. Ok. Sinon, c'est la même. C'est vraiment même prise de cartes, même pose de tuiles, enfin de... Et c'est un jeu de base. C'est un jeu de base. Très bien. C'est parfait. Voilà. On enchaîne avec toi. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. On a reçu le nouveau microgame en solo, comme l'indique ce mot, mais également la couleur du microgame. Donc le nouveau dans la gamme des microgames à partir de 10 ans. Un seul joueur parce que c'est un jeu solo, 15 minutes de partie, Oyo, Bob et l'amulette perdue. Un jeu de finalement collection, d'exploration. déjà C'est un jeu de Christophe Rimbaud, pardon, je ne l'ai pas dit. Un jeu de collection et d'exploration et de gestion de main. C'est un jeu dans lequel on va créer un petit peu on va découvrir un temple en fait, et on va essayer de remplir la condition qui est ici. Vous allez récupérer des cartes qui ont des petits joyaux, comme les joyaux qu'on voit ici, c'est-à-dire jaune, bleu, rouge ou vert. Et il faut que, à la fin de la partie, c'est-à-dire quand je serai arrivé au 3e niveau ici, avoir en main les différentes amulettes indiquées ici, donc les différentes pierres précieuses, c'est-à-dire 3 jaunes et 3 autres pierres de couleur identique. Les pierres que l'on retrouve ici. C'est à la fois des cartes pour les pierres, donc pour l'objectif, mais aussi des cartes actions. Et en fait, à mon tour de jeu, et j'ai commencé un peu la mise en place, vous allez avoir au début de la partie une petite carte qui est comme celle-ci, qui va indiquer différents endroits, avec bloqués par des murs où il faut des clés, des coffres qui permettent de piocher des cartes, des endroits où on perd des points de vie, d'autres on peut regagner de l'énergie, etc. J'ai avancé un peu dans la partie pour vous indiquer que voilà, là en fait au début de la partie on va avoir des cartes en main, on n'en aura peut-être pas autant, mais du coup c'est juste pour vous expliquer un peu le jeu. À mon tour de jeu je vais pouvoir jouer une de ces cartes qui m'indique différentes options. Des fois j'ai 2 options que je peux jouer en fait en respectant l'ordre A ou B, des fois j'ai qu'une option comme celle-ci. Ça ce sont les déplacements, et à côté on a un sac qui représente des objets. Quand on a une clé ça permet de déverrouiller les différents murs qui sont ici. Quand on a une petite boussole ici, ça permet d'explorer dans le sens d'avancement, en tout cas de là où se situe mon pion. Là j'ai pris un dé, en général on prend ce qu'on veut, moi j'avais un dé donc j'ai mis ça. Là ça va permettre d'éviter les pièges. Et là notamment une clé, ça va permettre, comme je disais, de passer à travers différents murs. Et on respecte toujours le déplacement indiqué par les flèches. Donc à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer une carte. Je me retrouve ici. Et donc du coup, là par exemple, si je fais ça, je pourrais partir là et là. Le problème, c'est qu'en passant par là, je vais me prendre un point de vie. En fait, un point de vie, c'est l'énergie qui est ici, donc je vais perdre un ici d'énergie. Okay, si je fais ça, admettons, je le fais, je peux très bien faire ça. Tout nul. Donc j'avance de là, aïe, et j'avance de là. L'avantage, c'est que j'ai perdu un d'énergie, malheureusement, donc je démarrais à 6, mais je vais pouvoir piocher cette carte-là, hop, qui va s'ajouter à ma main, parce que je suis tombé sur un coffre. Il y a toujours des effets qui permettent de gagner des choses. Ensuite, maintenant, je vais regarder, je me dis, tiens, ça c'est pas mal, je peux aller dans n'importe quelle direction, là je pourrais faire ci, etc. Je vais pouvoir faire ceci, par exemple, qui me permet soit d'avancer sur un lieu qui me demande une clé, bon là il n'y en a pas, mais surtout je peux aussi avancer en haut ou en bas, il faut respecter toujours l'orientation indiquée. Là je vais pouvoir aller en bas, par exemple. Je peux jouer une autre carte à mon tour, de me déplacer où je veux. Et en plus, comme il y a un symbole ici d'exploration, je vais pouvoir explorer. Et donc si je veux explorer et que je veux aller là, du coup, si je souhaite aller ici, je vais pouvoir explorer à la place plutôt d'avancer. Et dans ce cas-là, je prends cette carte-là, qui est ici,
je la retourne et je place toujours la carte accolée à là où j'allais aller, en fait, tout simplement, avec l'escalier vers le bas. J'ai pas le droit de faire ça, par exemple, c'est interdit, mais je vais plutôt le faire comme ça. Okay. L'intérêt d'explorer, c'est quoi? C'est que je vais rencontrer de nouveaux événements, mais surtout, vous avez un niveau ici, niveau 1. Mon but, c'est d'aller jusqu'au niveau 3. Pour aller au niveau 3, il faut que je révèle, comme indiqué ici, 5 cartes. Donc là, pour l'instant, j'en ai que 3. Donc, au fur et à mesure de la partie, je vais avancer. Dès que j'aurai révélé la cinquième, à l'inverse, je vais la mettre vers le haut, l'escalier, pour indiquer justement que je vais monter. Donc, admettons, je tourne une carte comme ça, voilà, hop. Admettons, je suis comme ça. Et puis après, on va faire un truc où je suis parti par là-bas, et puis j'ai révélé ça comme ça. Voilà, hop. C'est la seule carte que je vais mettre avec l'escalier vers le haut, puisqu'au bout d'un moment, quand je vais arriver ici, hop, je vais changer d'étage, je vais passer au niveau 2, donc je vais l'indiquer comme ceci, je vais descendre, vous voyez, le niveau là, il est niveau 1. Là, je descends, je suis au niveau 2. Je vais pouvoir récupérer des cartes. Et ce symbole-là, avec des points de vie que vous voyez ici, c'est lorsque je ne joue pas de cartes, je peux décider de me reposer. Parce que vous allez dire, c'est bien beau de jouer des cartes, mais au bout d'un moment, t'en as plus. Il y a une action, plutôt que de jouer, qui me coûte de l'énergie, mais qui me permet de récupérer toutes les cartes que j'ai jouées. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut optimiser votre main. Okay. C'est tout. Ce qui est cool, c'est que là, j'ai montré un niveau comme ça sombre, mais de l'autre côté, vous avez un niveau plus simple, notamment par rapport au max de cartes, ça va légèrement changer. Et notamment par rapport au nombre de tuiles ici aussi. Clair, foncé. Foncé, un peu chaud. Clair, un peu plus simple. Pareil pour ici, le niveau de difficulté, on peut le changer. Moi, j'ai commencé en facile avec 6 d'énergie, mais je peux mettre en niveau plus complexe, avec 5 d'énergie au début. Et en même temps, on a l'objectif ici, qui était celui-ci, mais on peut jouer avec celui-ci. Donc, 4 rouges et 3 identiques. Et de l'autre côté, on a de nouveau des modes de difficulté. Donc, c'est vraiment, le jeu peut s'adapter en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez. Et en plus de ça, en fait, comme on explore les lieux de différentes manières, et la façon dont on les positionne aussi, va changer à chaque fois les temples. Il y a plein de petites cartes spéciales aussi avec des effets, je ne suis pas rentré trop dedans, mais si vous cherchez un jeu solo pour vous challenger un petit peu, sachez que Oyo Bob est disponible à la boutique. Rappelle-moi, oui c'est ça, Altei, qui est là. Hop, Altei, l'aube de la civilisation. C'est un jeu de Ole Steines, je pense, et Paolo Mori. Paolo Mori qu'on connaît entre autres pour aussi Captain Flip et Toy Battle récemment. Il n'est pas tout seul d'ailleurs sur les deux jeux. Sur Toy Battle, c'est Alessandro Lucchini, et sur Captain Flip, c'est Remo Consoda, comment on dit Consadori. Consadori, je pense qu'on dit, on verra. Jeff me dira. C'est illustré ici par Paulina Anuniemi, je pense. Un jeu à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs, un jeu c'est effectivement de civilisation, c'est assez bien résumé, mais dans les mécaniques, ça va être un jeu pas vraiment d'exploration, mais plutôt d'expansion, d'amélioration. Il y a un peu ce côté aussi de deck building, puisqu'on va acquérir des cartes durant la partie. Là, vous avez un petit plateau. Il y a tu vois mieux comme ça? Non, c'est juste qu'il faut que je repose mes bras. Ok, je te fais de la place comme ça si tu veux. Un jeu où il va y avoir pas mal de matos, un beau plateau. Plateau sur lequel on ira essayer de positionner un maximum de pions à nous, parce que ça, du coup, ça permet de nous étendre. On va essayer de marquer des points un peu dans tous les sens. Ce qui fait des points notamment, c'est quand vous avez ces petits jetons là sur les régions, vous allez essayer de les combattre avec la valeur indiquée à surpasser pour à la fin récupérer ces pions là, et par tranche de 3 vous allez pouvoir marquer des points. Ce qui fait notamment des points, ce sont les différentes merveilles que vous allez pouvoir construire, et notamment certains bâtiments peuvent vous octroyer aussi d'autres points de victoire. Ils ont fait un petit résumé des 3 phases ici qui sont assez intéressantes et qui sont le cœur un peu du jeu, c'est-à-dire que c'est avant tout un jeu de combo de cartes et de deck building. On va durant son tour avoir 5 cartes en main, on va pouvoir les jouer pour combattre, pour obtenir des ressources, pour notamment construire certains bâtiments qui vous octroieront différents effets comme indiqué sur les cartes, et je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes sinon ça va être trop long. Vous avez notamment à la fin de votre tour, quand vous aurez joué un certain nombre de cartes, les ressources que vous ne pouvez pas stocker, que vous n'avez pas utilisées, vous devez les dégager. Donc c'est aussi une gestion de ressources assez, on va dire, contraignante. Et en plus de ça, on va essayer de récupérer des cartes de merveille en fonction des différents âges, mais on peut également, à la fin de son tour, ou durant son tour, récupérer des cartes qu'on va pouvoir acheter avec un coût indiqué en haut à droite, qui sont souvent de la nourriture, mais ça peut être d'autres ressources comme de la pierre ou du métal, qu'on retrouve ici d'ailleurs, ces ressources qui sont là. Ces cartes-là, on les achète et on les met dans notre défausse, et au fur et à mesure de la partie, en fait, quand on va devoir remélanger notre défausse pour constituer notre pioche, c'est comme ça qu'on va pouvoir acquérir les différentes cartes, et du coup, créer une stratégie là-dessus. Autre possibilité, c'est qu'on va pouvoir également attaquer les adversaires. Pour ça, vous aurez un système avec des cartes qui sont comme pour le combat des espèces de jetons neutres, mais sauf que là, ce sera par rapport à la défense adverse, donc les adversaires pourront riposter avec les cartes. Et quand vous allez récupérer des jetons adverses, parce que vous les avez attaqués, ça vous fait aussi des points en fin de partie. Et notamment, la fin de la partie est importante, puisque dès qu'un joueur n'a
plus de pions pour se déployer, ou juste parce que bon, lui a défoncé la gueule par exemple, c'est une stratégie possible, et bah du coup ça va être la fin de la partie. On va compter les points, et comme je vous disais, bah, les pions neutres font des points, pas les civilisations, les merveilles font des points, et les autres bâtiments éventuellement vous font des points. Voilà grossièrement pour Altei. Je remets ça ici. Trekking. Trekking, alors c'est marqué seconde édition, je n'ai jamais vu la première. Moi non plus. Je ne sais pas. Je l'ai pris en photo tout à l'heure pour l'Instagram, genre. J'aime énormément On l'a plus. Trekking Through History, On l'a plus. qui était vraiment un super jeu dans le voyage dans le temps. J'adore cette thématique, donc c'est normal. Mais le jeu était vraiment très très bien. Avec les petites horloges là. Oui, avec les petites horloges. L'édition était incroyable. C'était pas très cher, hein, je crois une quarantaine d'euros. Et le matos, c'était vraiment fou. Jeu de collection, gestion de temps. C'était vraiment très bien foutu. J'ai pas encore joué à celui-ci, mais il me donne très envie. Et en plus, je trouve qu'il a une vibes un petit peu expédition autour du monde, aventurier du rail. Ici, en fait, on va, dans Trekking Through the World, on va voyager dans le monde pour essayer de récupérer des souvenirs, des souvenirs, comme ils disent aussi en anglais. J'ai regardé beaucoup de vidéos en anglais et j'aime bien, ils sont souvenirs, et je trouvais ça vraiment drôle. Les souvenirs sont représentés sous forme de petits cubes. Nous, quand on récupère des souvenirs, on les pose sur notre plateau et en fonction, oui, en fonction, effectivement, bien vu. Je l'avais même pas vu, mais oui, tu l'as bien vu. On a également des souvenirs qu'on récupère. Pourquoi ? Parce que ça va être important pour choper des objectifs qui nous demandent d'avoir un certain type de souvenirs. Et vous voyez qu'il y a 4 souvenirs différents. On pourra également visiter différents lieux à condition d'être dans le lieu spécifique. Hein. Si je suis au Mont Fuji et que je veux voir la Tour Eiffel, c'est pas le bon endroit. Donc je pourrais récupérer des cartes. Pour récupérer des cartes, ça va nous coûter justement un peu comme aux Aventuriers du Rail, des cartes de couleur. Comment passe un tour de jeu ? C'est très simple. Au début de la partie, en fait, on se positionne à différents endroits, mais ça c'est marqué dans la mise en place. On va avoir notre pion qui va pouvoir partir sur des lieux adjacents. Et en fait, là on le voit pas. Je sais pas pourquoi ils les ont pas mis, mais on a des cartes avec des icônes dessus et des valeurs. Ces cartes-là, avec les valeurs, nous permettent d'avancer. Donc si je joue une carte avec une valeur 3, j'avance de 3. Et forcément de 3. Je vais arriver sur un endroit. Sur cet endroit, s'il y a un souvenir, je le collecte. Et si je suis, à la fin de mon tour, du coup, à un endroit spécifique, typiquement je suis au Mont Fuji par exemple, et que là, vous avez la carte éventuellement qui indiquait, voilà, le Mont Fuji, je crois que c'est celui-là. En tout cas, l'illustration représente très bien le Mont Fuji. Et bien dans ce cas-là, je peux prétendre le récupérer, à condition d'avoir les icônes qui sont demandées sur la carte. La carte va demander en fait des icônes qui doivent être dans votre main, et vous les défaussez pour récupérer la carte. Donc il y a une gestion en fait de main de carte à la fois pour se déplacer et à la fois pour les icônes pour prétendre récupérer des objectifs indiqués par le lieu sur lequel vous vous situez. Il y a également moyen de gagner des petites tuiles, des petites cartes bonus lorsque il y aura des continents qui seront entièrement vides. La personne qui a récupéré le dernier souvenir va récupérer un petit jeton bonus et ça peut permettre également de faire des points ou de twister un peu les mécaniques du jeu. Je pense que j'ai pas mal dépoussiéré le jeu. Il y a moyen aussi de se déplacer d'aéroport en aéroport. Logique. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas arriver sur la même case que quelqu'un. Et si quelqu'un est sur un aéroport, du coup, je ne peux pas y aller. Donc, il y a aussi un petit côté un peu bloquant. Mais ça reste un jeu familial où votre tour de jeu est assez simple. Et puis après, quand vous aurez les bonnes cartes en main, vous aurez possibilité, et si vous êtes au bon endroit, de visiter les lieux qui correspondent à l'endroit où vous êtes. Familial plus quand même, hein, c'est du 10 ans plus. Hein. Oui, c'est un familial plus parce qu'effectivement, il y a un timing et il y a un moyen de bloquer les autres. Et puis il y a ce côté aussi un peu opportuniste où des fois on va arriver à tel endroit, hop, je récupère ça, etc. Donc bon, on peut embêter les autres, mais c'est pas non plus un jeu où par rapport à Altei par exemple, où il y a du texte sur les cartes qui est assez important pour créer du combo et de la synergie. On est plus sur Altei sur du deck building, donc c'est un peu plus exigeant, pour ça que c'est 12 ans et plus. Là c'est 10 ans et plus parce que honnêtement on est sur un aventurier du rail plus globalement. Voilà pour Trekking Through the World et on passe au JDR. Actu JDR. Il y a qu'un seul truc, mais en vrai, quand je l'ai feuilleté, je dis oh trop cool. Wilder Feast. Devenez maître de votre festin. Alors, est-ce que des gens ont vu Donjons et Gloutons, l'animé ? Si oui, dites-le en commentaire déjà, c'est cool. Et si oui, c'est clairement ça. Voilà, en post-apo, clairement. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Vous allez incarner des Wilders, je crois que c'est ça votre nom. D'accord. Vous allez incarner des Wilders qui sont un peu des gars tout seuls, enfin des gars des sauvages, des errants. Ouais, ils sont errants, c'est des nomades, mais ils sont entre eux, ils ont une communauté, mais bon, par rapport à la civilisation, ils sont à part. D'accord. C'est un monde vraiment
post-apocalyptique. Donc au final, le monde a été détruit, il y a eu du post-apo comme on voit dans les films, genre tout détruit, moche et tout, survie. Et puis finalement, le monde s'est refait et a un peu changé. D'accord. Mais il est revenu un peu en arrière. On voit quand même que c'est revenu du rudiment, il n'y a pas de technologie, etc. Et le grand truc, c'est que les animaux sont devenus des créatures énormes, comme on pourrait dire des kaijus, donc comme Godzilla, des choses comme ça, oui, ils sont un peu chelous. Et ils souffrent, beaucoup d'animaux souffrent du... des naturons. Là, c'est des naturons. Ah, ils appellent ça des naturons? Ouais, sur internet, j'ai vu des wilders, mais là, c'est des naturons, c'est des rangers parias. Voilà. Et... Tu cherches un terme particulier. Ouais, mettre un terme à la frénésie, voilà, c'est ça. C'est un virus qui rend les monstres violents et destructeurs. D'accord. Ouais, alors que déjà, les monstres, ils sont bien gros. Bon, quand ils deviennent violents, on n'aime pas trop. Et donc, pour ça, on va les manger. Exactement. Nous, on est un peu des gens chelous. Ok. Parce qu'on aime chasser des monstres pour les cuisiner et les manger. Et après, on prend leur... on mute, en fait, et on prend leurs compétences, ou du moins certaines compétences. Du coup, on va aussi se battre avec des ustensiles de cuisine géants. Voilà. Bien sûr. C'est normal. Vous avez du coup des recettes, c'est génial, vous faites vraiment des recettes. Oh là là, les ravioles de rougaille. Vous allez chasser les monstres pour faire des recettes, et vous allez aussi croiser des monstres et essayer de les sauver. En fait, vous avez vraiment ce truc de je les chasse pour les manger et m'améliorer, pour pouvoir faire face à d'autres monstres, pour pouvoir essayer de les soigner, etc. etc. Truc qui est cool, c'est que ça vous invite un peu à créer votre dynamique de jeu et votre but ensemble, genre début de la campagne, parce que dedans vous avez de quoi faire, je crois il y a 6 scénarios indépendants mais que vous pouvez coller pour faire une campagne. Vous pouvez dire bah voilà, soyez créatif et tissez des liens avec le monde qui vous entoure, donc vous fixez les objectifs. Genre bah moi je préfère faire de la chasse, moi je préfère faire de la cuisine, moi je préfère faire du roleplay, etc. Donc vous mettez d'accord au début de la partie, évidemment ça peut toujours évoluer pendant le jeu. Et vous avez vraiment des phases qui sont bien définies entre phases de track et phases de repos où vous allez pouvoir justement cuisiner, faire du roleplay, vraiment plus calme. Vous avez aussi les jets de dés assez faciles, c'est-à-dire que les monstres lancent des dés 20. Les humains lancent des D6. Vous avez le choix, vous lancez les 2 dés. Vous pouvez lancer D6 ou D20 en fonction de un peu ce que vous allez y mettre, votre roleplay. Si vous voulez plus utiliser votre part humaine, vous allez prendre le D6. Et si vous voulez utiliser plutôt votre part bestiale, vous allez utiliser le D20. Avec ses pour et ses contre. Parce que faut pas s'oublier non plus à sa partie bestiale, hein, sinon on rejoint les monstres fous. Et voilà. C'est un système vraiment très simple. Y a des personnages pré-tirés possibles. Les dessins, je les trouve trop cool. Hop. Donc dedans, vous avez les règles, des outils, des compétences, des styles, ça je sais pas ce que c'est, des techniques, du coup des techniques de cuisine, des traits pour personnaliser votre naturon du coup, des monstres et aussi des recettes qui vont être dedans, des régions bien évidemment. Les conseils pour le MJ, et voilà, une aventure en 4 chapitres, c'est ça. Donc, soit seul, soit en solo, enfin en campagne. Vous avez l'écran de jeu. L'écran de jeu, donc, comme d'hab, vous l'ouvrez, il y a les infos principales avec les récaps, etc. Vous avez des plans en plus, normalement, dedans. Oui, c'est ça. Donc, rappel de règles et des nouvelles cartes de régions et de monstres. Et surtout, dans ce cadre, enfin dans cet écran, ça va faire un peu penser à Critical, Sanctuaire et Fondation. C'est que dans l'écran, vous avez des sortes de petites encoches en plastique dans lesquelles vous pouvez glisser des cartes illustrées qui sont en fait celles-ci. Voilà. Vous avez ces cartes. Ah oui, c'est les encoches qui font face aux joueurs. Comme ça, quand tu places les... Ok, d'accord. Les joueurs, eux, ils ont le droit à des illustrations de lieux, de régions, de monstres et plutôt que de les poser sur la table, tu les encoches déjà, dedans. t'en as. Oui, déjà t'en as. Et tu les mets dans le et toi, porte... tu les encoches. Et en tant que MJ, toi, de l'autre côté de la carte, t'as les infos du monstre, des trucs comme ça. C'est hyper bien pratique. Pensé. Et dedans, du coup, il y a... forcément, c'est aussi des cartes qui résument les techniques et tout qu'on a dans le livre de règles et qu'on peut passer plus facilement aux joueurs, par exemple. Il y a 40 monstres et 40 régions, et il y a aussi, c'est pas marqué, mais il y a 4 vraies recettes qu'on peut vraiment cuisiner en vrai, alors du coup avec des viandes remplacées que c'est pas des viandes de monstres, mais voilà, des vraies recettes qu'on peut
qu'on peut faire dans la vraie vie. Donc voilà, si vous avez jamais vu, regardez Donjons et Gloutons, parce que c'est sympa. Et vraiment, le fait de se battre avec des ustensiles de cuisine géants, c'est trop drôle. Voilà, on a fini ActuJDR. On continue ce tour de nouveautés avec, dans le rayon A2, Celestia Duo, un jeu de Bruno Catala dans l'univers de Celestia. Chez Blam. Chez Blam, tout à fait, à partir de 10 ans, pour 30 minutes de partie, ce n'est un jeu que pour deux. C'est pas un jeu de duel, c'est un jeu de duo, donc c'est coopératif. Et dans cette version duo de Celestia, on va toujours suivre un capitaine. Là, pour le coup, ce ne sera pas un jeu de trahison, forcément. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais à mon avis, vous ne gagnerez pas du coup en faisant comme ça. Je précise que d'ailleurs, cet univers-là est illustré par Laura Bévon, parce que je ne l'ai pas dit. Dans Celestia Duo, l'objectif, ça va être de rattraper ce méchant bateau pirate qui est ici. Le plateau de jeu, ce sont des cartes de rencontre que vous allez étaler, comme indiqué dans la mise en place. Il y a genre une vingtaine de cartes en fait. Lui, il sera placé au milieu. Et vous allez commencer au début ici avec votre petit bateau, vous allez monter. Dans le montage, vous verrez, et dans les mises en place, il y a un niveau de difficulté que vous pouvez choisir. Notamment par rapport au stockage de ressources, c'est important parce qu'il y a un stock précis pour les ressources et un stock précis pour les passagers. Et en fait, ce stock-là, vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Et voilà, votre vaisseau, vous pouvez déjà un petit peu l'optimiser en fonction de la mise en place, de la difficulté que vous souhaitez. Pareil pour les pirates, vous allez choisir un niveau de difficulté facile, moyen, difficile. En mode facile, il faut juste le rattraper. En mode normal ou difficile, il va falloir le rattraper. Puis, vous allez lancer une phase un peu spéciale qui est un affrontement final pour vaincre du coup le pirate. Comment se passe la partie? Vous avez une première phase du coup où on va récupérer des cartes, un peu sous forme de draft ouvert. On va récupérer des cartes. On peut communiquer dans le jeu à certains moments, mais uniquement pour dire par exemple j'ai du jaune, parce que vous verrez que les cartes équipement sont liées à des couleurs. Vous pouvez dire j'ai du jaune ou j'ai pas de rouge, par exemple. Ça, c'est autorisé. Mais pas dire j'ai 2 jaunes et j'ai 4 rouges. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas annoncer directement le nombre exact de cartes que vous avez, mais vous pouvez dire j'ai telle couleur ou pas. Le capitaine, parmi les deux joueurs, du coup, va choisir si on avance ou pas. Ce sera indiqué sur la carte de combien vous avancez. Donc, vous avancez. Vous révélez la carte et c'est une carte rencontre. Sur cette carte rencontre, il va y avoir des symboles qui sont indiqués. Ce sont ces symboles-là, en fait, qui sont un peu l'objectif à remplir avec vos cartes qui représentent normalement les mêmes symboles. Donc, les dés vous servent à indiquer les différents symboles demandés par la rencontre pour la passer. Parfois, vous verrez qu'il faudra juste lancer des dés. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une rencontre qui dit il me faut 2 arcs et ensuite lancer 2 dés. On va lancer les dés et mettons, ça va faire apparaître un fouet et puis un canon. Donc, il va falloir, pour battre cette rencontre-là, 2 arcs, un canon et j'ai dit un fouet, par exemple. Et donc moi, j'ai les cartes en main et du coup, je vais pouvoir justement à mon tour jouer une carte et dire là, moi j'ai le fouet, donc je le joue. Et donc là, ça fait déjà une condition remplie sur les 4. Mon allié peut jouer une autre carte, moi aussi. On va pouvoir toujours jouer des cartes pour essayer de remplir les conditions. Si on y arrive, parfait, la rencontre, on l'a passée. C'est-à-dire qu'au prochain tour, on pourra continuer à avancer ou alors on pourra aussi se reposer. Comme on a vaincu la rencontre, on va gagner aussi des bonus. Notamment, ça peut être des passagers en plus qui nous donneront des pouvoirs spécifiques, qui permettront de contrecarrer un petit peu les règles et nous aider dans notre avancée. Je disais qu'on pouvait, au lieu d'avancer plus tard, parce qu'au bout d'un moment, on joue des cartes, mais après on n'en a plus. Donc à un moment, il faut se reposer pour un peu se refaire sa main. Le truc, c'est quand on se repose, il y a une carte qui va indiquer de combien va avancer les pirates. Et le problème, c'est que si les pirates avancent trop, après ils nous ont distancés et en fait on perd la partie. Donc il faut gérer le système de cartes pour essayer d'aller au maximum des rencontres en utilisant le maximum de cartes. Le problème, c'est qu'à un moment, vous n'aurez plus forcément les bonnes cartes, sachant que, comme je rappelle au début, et entre chaque phase, on va pouvoir faire une phase de draft, et donc on sait forcément, quand on va révéler des cartes, dire moi je prends une verte et je te laisse la rouge. Donc je sais que mon allié, il a une rouge. Donc si on arrive sur une carte rencontre où il y a du rouge et du vert, globalement, on devrait y arriver, parce qu'on sait forcément ce que l'autre va avoir, mais pas tout le temps. On n'y arrive pas, l'aéronef il est abîmé. Exactement, si on se plante, l'aéronef, je trouve ça dur à dire moi. L'aéronef en fait va subir des dégâts. Et donc si jamais du coup vous êtes dans la galère, ça va être compliqué de remonter. Donc il faut à chaque fois essayer de gérer au mieux votre carte. La communication aussi est importante dans ce genre de jeu. Et on espère que tout se passera bien pour vous. Je ne rentre pas dans le détail pour l'affrontement final, parce qu'en fait l'affrontement final se passe en général, je crois, en 3 tours, 3 manches, où il faut répondre à des conditions. En plus de ça, les pirates peuvent avoir des caractéristiques spécifiques et durant le voyage, ils vont aussi vous ralentir en fonction des symboles qui seront sur les dés. Mais l'affrontement final, c'est vraiment un truc qui se passe en 3 phases. Il faut vaincre le pirate, mais chaque pirate a un peu son niveau de difficulté. Il y a une carte bonus d'ailleurs que vous aurez. C'est un petit goodies. On a une carte par boîte. Et c'est un petit personnage en plus. Voilà. Un pirate, non ?
Ouais, tête de c'est un pirate. pirate. Vous voyez ce que je disais par rapport au symbole, c'est-à-dire qu'il y a un symbole pirate comme ça. Et ce symbole pirate-là, en fait, si on n'arrive pas à le remplir, en fait, il y a un malus qui se passe pour le pirate. Donc ça, c'est plutôt toujours embêtant. Je vais remettre la carte ici. Je devais expliquer autre chose. Oui, Playball. Vous ne connaissez pas Playball et c'est honteux. Parce que c'est un très bon jeu. C'est un jeu de foot, mais abstrait. Toi, t'aimes bien les jeux abstraits. J'adore les jeux de foot. Notamment, il y avait chez Pitch Game, ils avaient fait le jeu de foot que je trouve vraiment top. Le basket aussi est très bien et le cornhole aussi. Là, c'est chez Border. Oui, c'est ceux-là, ouais. Alors, c'est pas les mêmes éditeurs hein, pour le coup. Hein. Ouais. Mais là, c'est Borderline qui propose ça. C'est un jeu que pour 2. Abstrait, ça dure 20 minutes à partir de 7 ans. C'est un jeu avec un petit plateau comme ceci. On a un côté rouge, un côté bleu. Au début de la partie, vous allez avoir, le joueur bleu va avoir ses 3 pions qui sont placés à différents emplacements spécifiques, c'est indiqué. Et le rouge, pareil, face à face. On va avoir le ballon qui sera donné aussi au début de partie. Je crois qu'il est au centre de la table de mémoire, il est au centre du plateau. Et du coup, on met balle au centre, en fait, entre guillemets. Pour marquer un but, il faut que votre pion, comme lui, ait le ballon dans les pieds. Et il faut qu'il arrive jusqu'ici, dans l'un des buts adverses. Okay, donc il faut l'amener jusqu'ici. À mon tour de jeu, j'ai 3 déplacements. Je peux faire un pion avance de 3, donc d'une case de 3 fois. Ou je peux faire, lui il avance de 2, lui avance de 1. Je répartis mes 3 déplacements comme je veux entre mes différents joueurs. Si jamais je passe à côté d'un adversaire qui a le ballon, hop, je récupère le ballon. Et en plus de ça, gratuitement, j'ai le droit de faire des passes. C'est-à-dire que le ballon, s'il est aligné à un autre pion allié au mieux, je peux lui envoyer le ballon. Et en fait, c'est comme ça que vous arrivez à faire des petites passes, à faire des petits dribbles. Comment tu fais, attends? Comme ça. Ouais, on m'appelle Ronaldinho dans le milieu. Quand t'étais petit? Oui, mais quand j'étais petit. Après, j'ai arrêté. Il fallait mieux que j'arrête. Donc, ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'en fait, vous avez un système de déplacement qui est simple. La récupération du ballon est aussi simple aussi, parce que si je passe à côté, je te prends le ballon, vraiment comme si on driblait et comme si on arrivait à tacler en fait l'adversaire. Et le but, c'est juste de l'envoyer jusqu'au bout. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, le système de passe qui est gratuit vous permet des fois de faire des formations un petit peu triangulaires et de vous dire, je prends la balle à lui, comme je la prends ici, en fait, il se rend pas compte que je peux faire une passe à lui, et du coup, je peux repartir un peu en défense. Il y a vraiment cette espèce de mouvance où en fait on se rend compte on commence un peu à marquer les joueurs. C'est-à-dire que moi je me mets à côté de ce pion-là, lui il va marquer tel joueur, lui va marquer tel joueur, comme ça va un peu les empêcher de faire des passes. Parce que c'est vrai que si je me mets dans l'alignement, la passe elle devient impossible. Franchement, prenez le temps d'y jouer. Moi j'ai découvert au Lila, c'est Martin qui m'y a fait jouer. Le bar, pardon, je dis au Lila comme si tout le monde connaissait. Non, le Lila and the Barber, c'est un bar qui est pas très loin de chez nous aussi. Et allez là-bas y jouer parce que c'est vraiment très très cool Playball, j'aime beaucoup. Très simple, très efficace. Je pense que c'est à toi. J'étais en train de bailler, pardon. Alors, on enchaîne avec le nouveau Unmatch dans l'univers du jeu vidéo, film, série, livre. Ok. Voilà. The Witcher. On a 2 boîtes, je vous présente. Une d'abord, c'est un jeu d'escarmouche de base, la gamme Unmatch. Donc ça, c'est un standalone, c'est-à-dire que vous pouvez jouer qu'avec cette boîte, mais vous pouvez la mixer aux autres boîtes. Ce sera très bizarre, je pense, de faire combattre... Robin des Bois contre Yennefer, le sorcereur. Mais par exemple, genre... Alice au Pays des Merveilles. Ah oui. Shakespeare contre Geralt de Rivie. Bref, c'est possible. Vous avez quand même toujours un plateau dans chaque boîte, du coup, comme c'est standalone, et le plateau est toujours recto-verso avec des petits twists de déplacement, etc. Je vais vous dire principalement les caractéristiques des 3 personnages. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4, comme dans les autres boîtes. Il n'y en a que 3. Ici, vous allez avoir Philippa. Philippa, du coup, elle a un pouvoir de base, c'est que à chaque fin de tour, elle peut repiocher jusqu'à 4 cartes. Okay. C'est-à-dire qu'elle finira jamais un tour à moins de 4 cartes. Cool. Elle peut en avoir beaucoup plus. Par contre, ça peut accélérer la fatigue, quoi. C'est vrai que si ton paquet est vide, après tu perds des points de vie, donc c'est un peu relou. Voilà. Mais par contre, elle a plein d'effets hyper puissants, mais qui s'activent plus elle défausse des cartes en gros. Plus elle défausse de cartes, plus ses attaques sont fortes. Ouais, c'est dangereux quand même. Okay. C'est dangereux. Mais voilà, elle peut repiocher aussi beaucoup. Du coup, elle est rarement à poil. Mais par contre, il faut qu'elle frappe fort très vite. Elle a une carte par exemple qui est ultra pétée. Pardon. C'est... Je sais plus, genre dans ta tête, un truc comme ça, genre mind control, où en gros quand tu joues ta carte, enfin l'adversaire joue sa carte, elle peut jouer et dire non, tu récupères ta carte, montre-moi ta main, et en fait je t'impose de jouer cette carte là finalement. Yes. Ça c'est hyper pété. On a Eredin. Eredin il vient avec 4 cavaliers pourpres, et en gros faut se dire que ces effets de cartes sont ok sympas, mais dès que tous ces cavaliers pourpres sont morts,
il devient berserk et il a accès à des nouveaux pouvoirs de... Une fois que les cavaliers pourpres sont morts, vous pouvez faire ça. Et déjà de base, il rajoute 1 à toutes les valeurs. Défense, attaque, déplacement, etc. etc. Okay, des fois, même, ces cartes peuvent lui permettre d'attaquer à l'autre bout de la carte. D'accord. Genre, tellement ça devient péter ses pouvoirs. Ok. Mais du coup, il a le désavantage il n'a plus aucun pion autour de lui, il est tout seul. Voilà. Et enfin, Yennefer et Triss, c'est hyper intéressant parce que c'est un double perso. En début de partie, vous choisissez qui sera le héros et qui sera le support. Donc, soit ce sera Yennefer le héros et Triss en support, etc. Ok. Vous mélangez les decks. Et après, vous avez son passif. C'est que, en gros, Yennefer, c'est une distance, enfin les deux sont des distances, mais vous allez avoir des compétences qui principalement vont faire beaucoup défausser les autres. D'accord. Genre en gros, vous avez des effets, et ça dit, ah oui, mais si l'adversaire, il a pas envie que je fasse cet effet, qu'il défausse 5 cartes. Ok. Voilà, que des trucs comme ça. Genre, et s'il veut pas défausser, il s'en prend plein la tête. D'accord. Que des trucs comme ça. Ok, ça c'est, là le plateau, il y en a un qui est classique. Et l'autre, de l'autre côté, c'est un bateau qui est divisé du coup en deux. On a la face du haut où c'est en fait le pont. Et il y a en bas, c'est la cale. D'accord. Et en fait, il y a des petits escaliers avec des flèches qui disent que tu passes par là, en fait, t'arrives en dessous, donc à l'autre bout du plateau en dessous. Ouais. T'as des endroits où tu peux sauter. Parce qu'en gros, t'es passé du bastingage à la coque en dessous. Enfin voilà, tu peux vraiment, du coup, niveau spatial, pas spatio-temporel, juste spatial. Oui, juste spatial. Faut s'y reconnaître, mais voilà, il y a plein de passages de je saute de là, je descends, je remonte les escaliers, la cale, etc. Ok. On a enfin l'autre boîte où les gens vont dire enfin. Enfin. Voilà. Il y a Geralt, Ciri et le vieux Leshen. Alors, Geralt, en fait, toute son originalité, c'est à la mise en place. Après, ces cartes sont assez classiques. En gros, en début de partie, il va choisir une arme parmi deux, une armure parmi deux et une potion parmi deux. Ok, cool. Ce qu'il choisit après est en 2 exemplaires. Voilà. Puis, s'il choisit telle arme, elle existe en 2 exemplaires. Mais t'as une espèce de structure de paquet au début de la game. Exactement. En fait, toutes les armes vont avoir, toutes les cartes vont avoir vraiment des spécificités et des trucs comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu préconstruis ton deck en fonction de qui tu affrontes. Par contre, ça te demande de connaître qui tu affrontes pour pouvoir t'adapter, les distances et machin. Ouais. Voilà. Après, il est classique, quoi. Il a ses dégâts. Voilà. Il a Jasquier, bien évidemment. On a Ciri. Ciri, elle a des cartes avec des petites bulles comme ça, des trucs d'énergie, je crois. Et en fait, ça, quand elle les défausse, plus elle en a, plus ça va activer des pouvoirs. Ah oui, on voit sur la carte. Après le combat, si vous avez 2 petites bulles là, dans votre défausse, ça fait un nouvel effet. Plus vous en avez, plus ça fait des nouveaux effets super puissants. Son passif aussi, genre à partir de, je crois, 7 billes ou 8, ça débloque un passif hyper puissant et tout. D'accord. Ok. Et enfin, le vieux Leshen, il est hyper intéressant. En plus, sa figurine, là, on l'entreaperçoit. Regardez-moi cet énorme truc là. Oh, cool. Il est trop stylé par rapport aux 2 autres. Les autres, c'est des nains, quoi. Le vieux Leshen, il est très lent. Genre, son déplacement est de 1. Yes. Voilà. Mais ses loups, il a 2 loups, sont très rapides. Et il va beaucoup interagir avec eux. Par exemple, il va pouvoir... Alors, attendez. Voilà, il peut ajouter... Ça, c'est son passif. Il ajoute 3 à la valeur des attaques du Leshen s'il a déjà attaqué lors de ce tour. Ça, c'est hyper pratique. Genre, en gros, si vous l'attaquez dans ce tour et qu'il vous réattaque après, il rajoute 3. Donc, c'est cool. Faut faire gaffe. Quand vous le tapez, s'il attaque après, ça va vous faire mal. Et ces loups ont une valeur de déplacement de 3, mais il y avait une des cartes qui faisait qu'il repiochait autant de cartes que de loups qui encerclaient un adversaire, par exemple. D'accord. Voilà. Et il y a une autre carte où, genre, juste, il peut se téléporter ailleurs. Et il y a une carte, celle-là, elle est pétée. Il tape, il disparaît, genre il s'enlève du plateau. Et au début de son prochain tour, il se met où il veut sur le plateau et il pioche une carte. Oui, mais... C'est hyper stylé. En plus, le dessin, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, infliger un dégât, enlever le Leshen du plateau, etc. Et donc ça s'appelle Disparition, je sais plus quoi, mais le titre était hyper stylé et l'image aussi est hyper stylée. Et donc pour l'achat des 2 boîtes, on a carrément une figurine de Geralt qui tire la langue. Mais c'est génial. Non, nous on n'a pas eu le goodies.
Ben, en fait, je sais pas, apparemment, des gens me réclament le goodies, mais je sais pas ce que c'est. Je l'ai jamais vu chez Yellow le goodies, donc je sais pas ce que c'est. Apparemment, ouais. Moi, je l'ai vu partout. Sur le site de Ludum, c'est dans la limite des stocks disponibles. Quand vous achetez les 2 boîtes, vous avez le droit à un goodies. Eh bien, nous demanderons, nous vous offrons un petit chien qui tire la langue à remplacer quand vous jouez Geralt. Voilà. Il est bien cool. Mieux. Hein. Il est bien mieux. On continue dans les combats un peu stylés de créatures et tout, avec Karak et Gobelin. Alors quand on l'a reçu, nous on était totalement du père, on s'est dit ah c'est des nouvelles extensions pour Karak, ce jeu de dungeon crawler compétitif. C'est compétitif hein Oui, de base c'est compétitif, mais on peut le jouer en mode 1 contre tous avec Régent. Ouais, voilà. Mais en fait pas du tout, quand je me suis renseignée, j'ai vu Alex c'est pas du tout des extensions. C'est un jeu à part entière et son extension. Elle en a fait. Alors, regardez ce magnifique dos de boîte. Il est beau, hein. On peut apprécier les illustrations, c'est juste de valeur. Non, mais vraiment, les gars, Albi, là, lui, là. Et apprenez à faire des dos de boîte. Hein. Non, mais. Karak, ils se sont améliorés parce que je sais qu'à une époque, c'était ça aussi. Je pense juste aussi que surtout, ils veulent. Enfin, là, t'as de la place de mettre des illustrations. Là, sur un petit carte de boîte comme ça, t'as peut-être pas de place. Parce qu'en fait, ils ont tout écrit en différentes langues. Et peut-être qu'ils ont envie que les personnes puissent lire le contexte plus que voir le matos. Un jeu de cartes autonome situé dans le monde de Karak, dans lequel vous vaincrez des monstres et améliorerez votre jeu de cartes jusqu'à ce que vous frayiez un chemin vers le monstre suprême. Moi, je comprends que c'est un deck building. Est-ce que c'est ça ? C'est un deck building. Et voilà, tu vois. Il y a un jeu à combo de cartes. Et voilà, tu vois, j'avais compris. Vous allez chacun avoir un héros. En fait, on retrouve les mêmes personnages que là. Hein. Très bien. Les héros là, qui chacun vont avoir leur pouvoir. Ok. Vous allez avoir une ligne de... Donc je prends ça parce que au moins c'est un peu plus visuel. Vous allez avoir une ligne à côté de votre personnage de cœur, c'est votre vie. Okay. Si vous arrivez à 0, vous n'êtes pas éliminé. C'est juste que au prochain tour, vous le perdez à réanimer. D'accord, ok. Vous allez avoir des cartes en main avec des petits symboles. Il y a, quand vous les jouez, il y aura le symbole d'attaquer, de défendre, de piocher des cartes, des choses comme ça. De se soigner, je ne sais plus si je l'ai dit. Et vous allez, à votre tour, pouvoir jouer autant de cartes que vous voulez / pouvez pour faire une action parmi 3 qui est attaquer un monstre. Donc il y aura 3 ou 4, j'ai une mauvaise mémoire des chiffres, vous le savez, lignes avec des monstres dedans, mais en gros, vous devrez, un peu comme Oyo Bob, vous devrez d'abord affronter les monstres du premier étage avant d'aller au deuxième, au troisième, etc. Très bien. En fait, c'est pas vaincre les monstres qu'il faut, c'est récupérer des clés sur les monstres. Et c'est aléatoire, enfin, les monstres sont face visible, quand vous les battez, vous retournez, et il y en a qui auront la clé. D'accord, ok, voilà. Très bien. C'est une course, parce que quand vous débloquez la clé, les autres ils sont pas encore en dessous. Donc le premier qui arrive tout en bas et qui vainc le chef des monstres, il a gagné. D'accord. Okay. Et donc du coup, si vous voulez combattre, vous désignez une carte de monstre, et les monstres vont avoir déjà leur nombre d'exemplaires dans le jeu, leur point de vie, leur attaque à eux, leur riposte, des fois des malédictions qui vont être des contraintes, genre à ce tour-là, vous pouvez pas utiliser des cartes qui vous disent de repiocher, des choses comme ça. Et donc vous jouez autant de cartes que vous voulez, vous les programmez un peu, et sauf qu'il y a des flèches de couleurs sur le côté de vos cartes. Donc pareil, les cartes vont avoir des valeurs d'attaque ou de défense. Okay. Et ces petites flèches de couleurs correspondent aux couleurs de cartes qui existent. Vert, jaune, rouge et bleu, je crois. Et donc s'il y a des flèches sur le côté, par exemple votre carte, je sais pas, elle est rouge, et sur le côté il y a une flèche rouge et bleue, la prochaine carte que vous jouez devra forcément être soit rouge, soit bleue. D'accord. Ok. Et vous faites ça, donc si vous voulez jouer une troisième carte, il faut aussi respecter les contraintes. Et une fois que vous avez dit, ok c'est bon, j'ai joué toutes les cartes que je voulais, pouvez, parce que peut-être qu'à un moment vous pouvez plus parce que vous ne remplissez pas les conditions, on va résoudre l'action. Vous allez additionner vos petits dégâts et voir si vous arrivez à vaincre le monstre. Sauf que le monstre attaque, lui, toujours aussi. Vous ne pouvez pas le buter avant. Il va forcément vous taper, donc vous allez voir ses dégâts, vous les soustrayez à votre défense si vous en avez joué. Et après, on va voir, donc si vous faites des dégâts, vous retournez des petites cartes cœur, voilà, face tête de mort. Et si vous arrivez à vaincre, hop, et vous retournez la carte et vous avez un truc derrière. Des fois, c'est de l'équipement qui va vous donner plus de défense, qui va vous donner des effets et tout, que vous mettez devant vous. Vous pouvez avoir qu'un seul exemplaire de chaque élément, c'est-à-dire une armure et une arme. Voilà. Et donc, du coup, une autre action possible, à part attaquer, c'est de faire du troc avec le marchand. D'accord. Et donc il y a un marché général où vous pouvez du coup troquer une de vos armes contre une autre.
Et vous pouvez aussi récupérer des potions. Les potions, c'est à effet unique. Il y a des potions qui ajoutent pour la force, pour la défense, etc. Et après, vous avez du coup aussi, vous ressuscitez. Hein, ça, c'est une action possible, voire obligatoire si vous mourrez. Et voilà. Et après, vous descendez dans les étages et vous allez vaincre les monstres. Vous avez plusieurs modes de jeu, plus ou moins difficiles. Vous avez un mode où vous jouez en simultané. Genre, tout le monde en simultané pointe à un adversaire et fait un peu son schmilblick de son côté. Après, j'ai pas trop compris si ça fait comme Shepardeur, c'est-à-dire qu'on cible en même temps. Et imagine, j'ai envie de cibler le même monstre que toi, c'est qui le bat? Peut-être qu'on est deux sur le même monstre. Bah non, puisqu'il faut que celui qui va le vaincre gagne la carte et le bonus qui est avec. Bah tu déchires la carte et c'est un legacy. Ouais, c'est pas mal. Je n'en sais rien. Non, mais j'ai vu plein de vidéos et j'étais genre, ok, bon, bah voilà, apparemment ça existe. Vous avez du coup l'extension aussi Gobelin Nexus. Ok. Qui est très bien reçu. Aussi, très belles illustrations au dos de la boîte. N'est-ce pas? Il y a des seigneurs, donc grands méchants qui sont améliorés et qui ont eux carrément un deck de cartes vraiment qui vous répond coup par coup. Genre vous jouez une carte, il vous répond avec une carte de deck, alors que l'autre, c'est juste vous avez des dégâts à donner. Il y a un mode survie. Vous devez survivre et donc quand vous mourrez, cette fois vous êtes éliminé. Ah oui, ok, d'accord. Là c'est vraiment c'est plus brutal. Et donc c'est dernier survivant. Voilà. Et il y a 2 nouveaux héros et des nouveaux monstres aussi. Voilà. On va derrière le comptoir. Petit couac. Du coup on introduit. Bref, on me met au milieu de différents plans. J'avais oublié de vous présenter VIP RIP. C'est un jeu de Éloi Pujadas et Eugénie Castagno, illustré par Victor Medina. C'est un jeu de chez Omea Games et Zombie Paella. C'est drôle comme nom. C'est un jeu d'ambiance coopératif d'association d'idées. 30 minutes de partie 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans. 10 ans parce qu'il faut un peu une culture G quand même, hein, parce qu'on va jouer avec des personnalités fictives ou réelles et présumées mortes. Même si Zeus ne meurt jamais normalement, et Batman, si, il est déjà mort plusieurs fois. James Bond, il meurt jamais. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, ils sont enterrés. Michael Jackson, déjà, il est pas mort. C'est vrai. On va mettre en place une grille comme ceci de 9 tombes dans lesquelles on va mettre des personnalités. Il y a un paquet énorme de personnalités qui sont en plus recto verso. Elles vont être mises au pif, donc déjà, avant qu'on les voit. Il y a aussi un tas de cartes où les petits bidules, ils sont vides. Si vous avez envie de mettre des noms que vous voulez. Voilà. Et on va faire, j'ai déjà oublié, 4 manches. Pour voir si on a bien deviné, en gros. Ok, fin de partie, c'est quand on a fait les 4 manches. Et à chaque manche, on va avoir la fossoyeuse. Elle a un nom, je sais plus comment elle s'appelle. Edgar Aurora. Rien à voir. Aurora la fossoyeuse. Donc chacun notre tour, on va être Aurora la fossoyeuse. Une fois que tout le monde l'a été, on fait une nouvelle manche et on fait ça 4 fois. Ok. Aurora va essayer de faire deviner des cartes. Hop, donc par exemple si elle veut faire deviner Walt Disney, elle mettra la 1. Et en fait elle a une main de, normalement beaucoup plus de cartes. Hop là, 5 cartes. Hop, et elle va en choisir 3. Et ces 3 là, elle va les associer avec 3 personnalités qu'elle pense marcher avec cette épitaphe. D'accord. Heureux au jeu, malheureux en amour, je vais le faire secrètement pour moi par exemple. Ça, moi je vois tout de suite... Ah bon? Ah bah ouais. Ah, pas moi du tout. Moi je le vois tout de suite celui-là. Ok, je le ferai après. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pas mal, c'est pas évident non plus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je vais faire ça. Hop. Et ensuite, la vérité sort de la bouche des enfants. Ah non, pardon, t'associes avec ça, ok. Et là, en dessous, il y a un chiffre. Ok, je pense, enfin, très moi, bien. c'est ce à quoi toi, t'as les chiffres, ok, d'accord. C'est moi qui dis. Oh, ouais, autant pour moi. Pour moi, j'avais plus ces cartes. Le mort, là, qui correspond le mieux à ça, et ben, il est et là, c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Et moi, je vais dire... je pense que c'est moi, je l'ai aussi, celui-là. Hop. Ok. Et attends, lui, je vais dire... on va dire ça.
Peut-être que mon raisonnement ne tient pas debout, hein, mais je trouve que Bah, celui-là pour moi justement, était c'est évident. ça. Une fois que j'ai fait ça, les autres Oui. vont Attends, débattre. comme ça tu veux dire? Enfin oui, du Oui, coup plutôt que qu'importe, dans l'autre sens. effectivement, plutôt dans l'autre sens. Ou même normalement c'est en dessous, mais bon, on n'a pas trop de place. Ok. Les autres vont débattre. Et après, ils vont me proposer. Ils peuvent me proposer qu'une seule fois. Alors, moi je te fais une proposition. Oui. Déjà, la vérité sort de la bouche des enfants, pour moi c'est Walt Disney. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est Jean de vrai. La Fontaine? Parce que il est très moralisateur. Mais, Walt Disney, mais Bon, tellement. voilà, tellement. Donc, Walt tu t'es Disney, trompé. Non, il non, va, mais attends, je me suis il va trompé. aux enfers. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas retrouvé. En fait, quand tu te Ah trompes, il va ouais. aux enfers. Ah, Et le c'est but, nul. c'est qu'il y ait, à la fin des 4 manches, pas d'écart entre les deux, voire qu'il y ait plus de gens là-bas qu'en Ouais, enfer. d'accord. Donc Ok. attends, là, ça on s'est planté, t'as préféré mettre Jean de La Fontaine. Ok. Et Jean de La Fontaine, on le vire. On en mettra un autre. Mais lui. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'ai envie de dire Batman. Non, j'ai mis Jules César. Mais pourquoi Jules César? Mais parce que le gars, il devait pas procrastiner, je pense. Et il faut pas qu'il. Ah bah ça Lui, c'est toutes sûr. ses hein. responsabilités. Alors que Batman, lui, il peut procrastiner, Ah, elle mais a rien à pareil, faire. il va en enfer, Jules César, le pauvre. Et moi je dis Batman, donc Batman s'en va. Ouais. Ok. Et le dernier, heureux Mais au si, jeu, admettons, malheureux le en dernier que amour. t'as mis ça, et admettons, le dernier c'est Batman. On est bah, c'est bloqué bon. aussi. Ah ouais. Non, moi ça pour moi c'était James Bond. Mais pourquoi Van Gogh? C'est James Bond. James Bond, il est heureux au jeu. Il sait jouer au poker. C'est un fou J'en sais rien, furieux. j'ai jamais regardé James Bond. Mais non, mais juste. C'est un... voilà. James Bond, Non, il est c'est trop un fort. jeu, Non, un James jeu. Bond, il est incroyable au poker. Par contre, il est malheureux en amour, le pauvre. Ah bon? Bah, Il a pas de meuf? Bah, il chope des gonzesses, mais genre, c'est pas une histoire d'amour, tu vois. C'est un gars qui. Bon bah voilà, on fait du débat du coup. C'est le principe. Et après, ce sera à toi d'être Aurora, la fossoyeuse. Et du coup, on aura tiré des nouvelles personnalités qu'on mettra dans les tombes. Hop, et on repioche des cartes épitaphes pour toujours en avoir 5. Ok. Et voilà. Après, il y a différents modes de jeu où on peut rajouter encore plus de pierres tombales. Ah bah oui. Je crois que ça va jusqu'à 15, je crois. Ah oui, bah là, c'est trop simple. Voilà. Et c'est tout. Mais moi, je trouve ça trop drôle. En plus, il y a vraiment plein de personnalités. Mr. Bean, Indiana Jones, King Kong, Pikachu. Il est mort, Pikachu. Satan. Satan, s'il il finit aux enfers, moi j'ai envie de dire qu'il y a une règle spéciale comme quoi ça fait un point positif. Comme ça, non, t'as gagné la partie. Il y a Ursula, trop bien. Et Cruella d'enfer. Il y a Rose de Titanic. Bon, elle a fini par mourir. Hein. Platon, Bah oui. effectivement. Jacques Brel. Quoi, Jacques Brel est mort? En tout cas, dans le jeu, oui. Voilà, là, on enchaîne. Et on va sur les retours en stock. Un gros retour en stock. Les châteaux de Bourgogne de luxe qui étaient revenus, qui est reparti, qui est revenu. Le revoici. Pour combien de temps? On ne sait pas. Cette énorme boîte inclut 11 mini-extensions, dont une totalement exclusive à cette boîte, et aussi une extension en mode solo et une extension en mode équipe. Voilà. Il y a ça, et sinon il y a plein d'autres extensions. Et sinon, c'est quoi déjà? C'est Monsieur Feld, oui. Tout à C'est quoi, fait. c'est pose ouvrier C'est un jeu de gestion de ressources, d'optimisation, de dés, de placement. Et voilà. Tu l'aimes beaucoup, non? Moi j'aime bien le château de Bourgogne, je trouve ça très cool. C'est pas forcément un jeu que j'achèterais, mais je prends plaisir à jouer. Je trouve que c'est Bah, très vu bien le prix foutu. aussi. En fait, ça fait partie de ces jeux où quand vous voyez ce qu'on peut faire avec des dés, c'est pas juste en fait un outil d'aléatoire, c'est vraiment un. C'est Stefan Feld a l'avantage de faire des jeux qui en chaque fois utilisent les dés de manière très intelligente et surtout très stratégique avec plein de choix possibles. Mais c'est jamais les bons choix, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Et ça, c'est toujours très très cool chez lui. Voilà. Quel génie. Oui. On enchaîne dans les retours en stock avec Revolver Noir. Pareil, lui il revient, il repart, il revient, il repart. Là, j'en ai eu marre, j'en ai commandé plein. Comme ça, s'il repart, bon, au moins, il sera pas en rupture chez nous. Donc, petit micro-game, un de nos favoris de la gamme, qui se joue juste dans la main, qui est minimaliste et qui est hyper malin. Tout ce qu'on demande d'un micro-game, en fait. Voilà. On a Régicide, ce jeu solo / coopératif où on va essayer de vaincre des figures de famille, là, le Les valet, têtes, la ouais. dame, voilà, en utilisant les couleurs et leurs pouvoirs. Voilà, le pic a tel pouvoir, il faut avoir plus de valeur enfin, additionner nos valeurs de cartes pour dépasser la valeur de la tête qu'on essaye de battre. C'est très dur, parce qu'après vous augmentez en difficulté. À chaque fois, les têtes, bah, d'abord le valet, parce qu'il est simple, la dame, elle est moins simple, etc. On peut jouer de etc. 1 à 5, 1 à 6, Ah, 4. 1 à 4. Rien qui va. Très bien.
Ensuite, on a retour en stock / réédition, enfin vaguement, hein, c'est normalement c'était la boîte noire, gris-noir. Édition NSF, machin. Voilà, mais là maintenant c'est édition Not Safe for Work, donc toujours la non censurée, celle où vous allez voir des zizi de chat, du vomi et des trucs comme ça. Mais cette fois ils ont fait la boîte rose. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y aura une nouvelle boîte noire qui arrive en fait, et c'est pour ça qu'ils ont peut-être dû changer la boîte en... Eh ben, je sais pas, mais du coup toute la gamme est très rose-rouge, sauf le zombie qui est vert. Moi j'aime bien la boîte noire, parce qu'en plus ça fait genre le chat noir quoi. Bah ouais. Bon, enfin bref, maintenant c'est rose, voilà. Mais c'est le même jeu. Il y a le retour en stock de l'édition festive, où vous pouvez jouer à très beaucoup grâce à une application. Ok. Voilà. Jusqu'à 10 quoi. Vous avez le retour de Panda Spin chez Matago, ce jeu de... C'est un jeu de pli, non? Bah oui. C'est un jeu de pli, mais avec le twist de quand tu gagnes, tu inverses c'est la vraiment un carte. jeu de pli, c'est plutôt un jeu de défausse en fait. C'est vraiment cette inspiration. C'est pour ça que je dis jeu de pli, mais non pas vraiment. Non, c'est un jeu plutôt type président. Tu sais, c'est vraiment un jeu de combinaison, gang of force, ce genre de choses. Voilà. Et que quand tu gagnes, tu peux améliorer ta carte et en fait elle devient plus forte, etc. Mais oui, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle Spin. Oui, j'aurais kiffé que la boîte d'ailleurs puisse se lire dans les deux sens. Ah, un peu comme le Dune Pricing, là où je sais pas quoi, là, tu te rappelles l'énorme boîte de Dune qui était d'un côté Harkonnen et de l'autre les J'aurais Atreides. aimé que Panda Spin puisse se lire. Ah ouais, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, petit détail. Et voilà pour les retours en stock. Très bien. Et maintenant, petite nouveauté de derrière le comptoir. On a la première extension pour Clank Catacombes, des nouvelles catacombes à explorer. Et donc dedans, il y a juste des tuiles donjons, 12 nouvelles tuiles donjons, des nouvelles cartes d'équipement, etc. Des nouveaux monstres, bien évidemment, avec en plus leurs petits marqueurs et tout, qu'on va rencontrer sur les tuiles. Donc des nouveaux monstres avec leurs nouveaux pouvoirs, etc., etc. Et vous allez pouvoir récupérer des trophées aussi sur le chemin qui vous donnent des pouvoirs à utiliser. Voilà, en gros. Ah, il y a des nouveaux héros. Non, il n'y a pas de nouveaux héros. Je dis n'importe quoi. Pourquoi tu dis qu'il y a des nouveaux héros s'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a ou pas? Attends, on est obligé de tout faire ici, c'est pas possible. Je sais pas si il y a un petit chat en ouais, en goodies. En fait, je sais pas. Non, je crois que je confonds avec l'extension de Karak Gobelin Nexus. C'est dans l'extension de Gobelin où il y a des nouveaux héros, c'est sûr. Et du coup, là, je doute. Parce que je vous avais dit, hein, soyez indulgents parce qu'il y a énormément de choses. Et donc, j'ai lu et regardé tellement de choses que des fois, je confonds les infos. On a une nouveauté, mais pas vraiment, mais un petit peu chez Lorcana. C'est le 7-9, mais qui en fait est un peu bizarre parce que il y a très peu de nouvelles cartes en fait dedans. Les principales nouvelles cartes vont venir de l'univers de Dingo et Max. Sinon, en fait, c'est des sortes de... c'est du reprint des premières éditions. Qu'on a encore, hein, pourtant. Il n'y a pas de changement de texte à notre connaissance dessus. Mais par contre, vous avez maintenant les cartes, je sais plus, iconiques. Épique et iconique. Épique et iconique. C'est pas vraiment des nouvelles cartes, hein, pareil, c'est des anciennes cartes d'ancienne édition, mais qui ont été retravaillées avec pas de bord. Donc c'est pas désenchanté, parce qu'elle brille pas de mille feux, mais ça y ressemble un peu parce qu'il n'y a pas de bord autour et voilà, c'est une foule. Sauf pour les deux iconiques, non, parce que les iconiques, je me souviens pas. Ah oui, non, les iconiques, elles n'existent pas. Les iconiques, c'est. Bah, c'est ces deux-là. C'est ceux-là. En fait. Ouais. Eux, vraiment, ils sont uniques, ils n'ont pas de bord et eux, c'est vraiment les iconiques, il n'y a que ça comme carte spéciale iconique. Alors que les épiques, c'est des trucs retravaillés, quoi. Oui, exactement. Ouais. Voilà, vous avez quand même toujours le Troph Pack et les decks de démarrage. Ici, vous avez Emerald Ruby et là, c'est. Saphir et le doré, c'est quoi? Je vais y arriver. C'est ambre. Ambre, voilà. Donc voilà. À préciser quand même que dedans, pour ceux qui veulent savoir, il y a du Stitch. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a Stitch en Oula et il y a Stitch Rocker. Stitch Rocker. Ouais. Merci la moto. Normalement, c'est bon pour les nouveautés. On va passer au focus. Coucou YouTube. Salut. Bienvenue dans ce focus sur Tag Team, le futur jeu de duel, d'affrontement, de baston comme on dit par chez nous, de chez Scorpion Masqué. C'est un jeu de Grisha German ou German, Corentin Lebras et illustré par Nayad. C'est distribué par BlackRock. Merci d'ailleurs à BlackRock et à Scorpion Masqué de nous avoir envoyé cette boîte en avant-première. Ça sort le 26 septembre. C'est ça. Voilà. C'est donc un jeu pour 2 joueurs uniquement. C'est un duel auto-battleur. On va vous expliquer ce que c'est pour ceux qui voient. Waouh, il y a une mouche, elle va
Moi je vous préviens, hein, j'ai pas la tapette mais je vais... Voilà, si vous me voyez péter un plomb, c'est normal, il y a une mouche. Ok. Bref, 15 minutes de partie, 10 en plus, comme j'ai dit, de joueurs. Je pense que c'est à peu près tout, sachant que en gros le jeu, je vais quand même un peu teaser, oui, ça sera toi le maître des règles, ne t'en fais pas. Mais en gros vous allez constituer votre équipe de deux personnalités, c'est des personnalités un peu légendaires. Là on a Mephisto et Milady contre Jeanne d'Arc et Bodvar. Vous en avez d'autres, vous avez Golem, Mordred, Maman Brigitte, Qin-Shi, le petit peuple, je vous les montrerai, hein, Wong Fei-Hung et le Wild Bunch, Shango, et voilà. Donc en gros vous en avez plein. Ce qui est très cool c'est que chaque personnage a ses compétences, caractéristiques, dynamiques et vous pouvez refaire vos équipes autant que vous voulez parce que ça se synergisera pas pareil. Exactement. Voilà. Maintenant on va rentrer dans toi. Donc je vais commencer par on va dire qu'est-ce qu'un auto-battleur. L'auto-battleur, si vous avez déjà joué à Challengers c'est un auto-battleur dans le sens où un peu comme une bataille, vous avez un deck et en fait vous allez révéler la première carte du paquet, appliquer ce qui est marqué et l'adversaire fait de même. Donc en fait on joue toujours en simultané, les effets se font toujours en simultané. Donc un auto-battleur c'est juste je tire ma carte et je vois ce qui se passe. Sauf comme Wizard Cup aussi. Comme Wizard Cup par exemple, exactement. Oui. Et donc en fait durant la partie on va avoir un deck de base de 2 cartes qu'on va commencer à lancer, puis après avoir joué 2 cartes on va pouvoir en rajouter une, donc on va passer à une prochaine manche qui sera du coup un nouveau round du coup qui va faire qu'on va jouer 3 cartes chacun, puis 4, puis 5, puis 6. Au bout d'un moment, voilà, on a rarement non plus un deck de plus de 12 cartes, c'est très rare. Parce qu'après on se tape dessus. Puisque comme on va se taper dessus, et qu'on a 2 personnages, si l'un de mes 2 personnages a ses points de vie qui tombent à 0, c'est l'adversaire qui l'emporte. Donc pour gagner, il faut que l'un des 2 personnages, pas les deux, l'un des 2 tombe à 0 en termes de points de vie. Il y a marqué les KO. Exactement. Et pour ça, on va avoir des cartes qui entre autres font des attaques, et donc du coup la puissance qu'on a va définir l'attaque. Tout s'intuite parfaitement bien, je trouve, dans le jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, la mécanique est relativement simple. À chaque round, en fait, il y a toujours 2 phases. Une phase de combat, où en fait, on va faire plusieurs tours. Un tour étant, je révèle une carte. Et il y a une deuxième phase, qui est la phase de construction, où là, on va rajouter des cartes, et on va, du coup, la placer un peu où on veut, en respectant quelques règles un peu spécifiques. Sur les personnages, on a donc une jauge de points de vie, on a parfois un petit peu de matos en plus parce que chaque personnage est asymétrique, et on va surtout avoir cette petite cube violet. Au début de la partie, c'est indiqué de façon combien de puissance possède chaque personnage au début de la partie, des petits jetons supplémentaires éventuellement pour chacun des joueurs et pour chacun des personnages. Au début de la partie, on commence lors de la mise en place avec 2 cartes, une carte pour chacun de mes 2 personnages. Secrètement, je vais choisir quelle carte je vais mettre en premier et quelle carte je vais mettre en dessous, ok ? Donc là par exemple, je vais faire un truc très simple, je vais faire ça, hop. Donc moi, hop, j'ai placé mon deck comme ceci, et Alice qui va jouer Milady et Mephisto va se dire, ok, moi je vais faire ça comme ça, hop. On a fait notre mise en place, début de la première phase, du coup de premier round, du premier tour même, on va résoudre simultanément nos cartes. Donc je révèle ma première carte, moi je révèle une carte de Brobvar, qui est la rage, et Alice a révélé la première carte de Milady. Donc, toujours avec style. Voilà, donc forcément les autres cartes vont concerner les autres personnages, ça c'est évident. Quand on révèle des cartes, il va y avoir différents effets. Il peut y avoir des effets classiques, comme par exemple la rage de Brobvar. C'est ça, de Brobvar, pardon. Brobvar qui lui en fait a une mécanique, tiens je vais se montrer, une mécanique un peu spéciale parce qu'en fait, en fonction de la forme dans laquelle il est, c'est-à-dire humain ou ours, il n'a pas le même effet. Là, l'effet de humain, c'est que je crois que je monte de +1 en rage. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que sur mon plateau personnel de Brobvar, je vais augmenter de 1. Et en fait, quand j'arrive tout au bout, je deviens enragé. Ours, oui. Je vais retourner ma fiche de personnage, et du coup je suis maintenant un ours. Ah maman. Et ça va commencer à piquer en termes de dégâts. Donc ça c'est pour la mécanique de Brobvar. Mais c'est marqué sur la carte, si Alice vous remontre, que si je suis déjà en ours, il se passe quelque chose, et ce symbole-là, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'attaque. Ouais. Quand vous allez résoudre une attaque, vous allez regarder le nombre de cubes violets que vous avez, c'est votre puissance. Là du coup, si j'étais en ours, j'en aurais 3 là, admettons dans l'exemple. Et donc quand je fais une attaque, de toute façon c'est indiqué juste en dessous, je regarde le nombre de cubes violets que j'ai, et j'inflige autant de dégâts à l'adversaire que le cube de violet. L'adversaire qui est en jeu. Que le nombre de cubes que j'ai. Et en fait l'adversaire, qu'est-ce que c'est? Automatiquement, comme dit Alice, c'est la carte qui a été révélée.
Donc Moi, ce qui est c'est intéressant, Milady, là. c'est que la personne que j'active à mon tour, c'est aussi la personne qui risque de se faire attaquer. Ça peut être important quand vous avez justement une personne qui est dans le mal. Il va pas falloir forcément rajouter toujours des cartes de ce même personnage, sinon il Ce risque sera d'en sur le prendre front. plein la tronche. Exactement. Donc là, typiquement, j'augmenterai en rage dans l'exemple. Et Milady, elle va avoir son effet spécial, Qui est qui est un préparé. effet de préparer en fait Une intrigue. C'est ça. Une intrigue. Et donc elle a plein de jetons, elle en a 11. C'est un jeton intrigue qu'elle va placer à côté Voilà, d'elle, en fait, juste quoi. ici, qui reste face cachée. Ok. Mm. Ça, c'est pour la première résolution du premier tour. Deuxième tour, on révèle simultanément nos cartes. Oui, Hop. oui. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que on active l'effet de, je vais y arriver, de Jeanne d'Arc, pardon, qui elle, en fait, a un effet ici sur une espèce de roue divine qui va donner des effets, notamment voix qui divine, fait- ouais, c'est voix ça. divine, ouais, qui fait notamment gagner de la puissance à elle ou à son allié. Donc c'est plutôt un bon combo ici. Et Mephisto, lui, va avoir un système un peu comme, comme Brodvar, pardon, qui change. Bodvar, pardon, qui change en fonction du serpent, parce que lui il a un jeton serpent, il peut être blanc ou il peut être noir, et ses effets de carte font tel effet si c'est blanc ou noir, et à la fin de l'utilisation de la carte, il va retourner son jeton. Donc Mephisto il n'est pas évident parce qu'il y a tout un tempo à gérer si vous voulez faire des dégâts, gagner de la puissance, vous soigner, ça va dépendre toujours de votre jeton de serpent, avec s'il est blanc ou s'il est noir. Une fois qu'on a fini du coup de jouer toutes nos cartes, on passe à la deuxième phase, à la phase de construction. Et à ce moment-là, on va piocher simultanément 3 cartes de notre paquet. Notre paquet de cartes, en fait, c'est un paquet de 18 cartes, puisqu'en fait, on a 10 cartes en tout. Et donc du coup, on en a déjà Deux de base. automatiquement, ouais. Et donc du coup, les 9 autres cartes des 2 héros, on les mélange. Donc ça fait un paquet de 18. Et donc là, j'ai pioché 3 cartes. Alice n'a aucune idée de ce que je suis en train de piocher. Et Toi du coup, non je plus. vais choisir une carte que je vais placer dans mon nouveau deck, donc dans mon deck de départ, pardon, mais je vais pas changer l'ordre des 2 cartes que j'avais. Donc Alice sait que je joue d'abord Bodvar, je vais y arriver, puis que je joue Jade. Ok. Mais du coup, ma nouvelle carte, qui est celle-ci, je vais pouvoir la placer soit au début, soit entre les deux, soit à la fin. Donc là, typiquement, j'ai décidé de la placer à la fin. Mais ça, Alice ne le sait pas. Elle sait pas où j'ai placé ma carte. Et ensuite, du coup, je place mon deck de nouveau prêt. Les 2 cartes que j'ai pas choisies, je vais les placer dans l'ordre de mon choix sous mon deck. Et on est reparti pour une phase de combat. Et donc là, on va de nouveau révéler. Je n'ai pas changé ma stratégie, alors qu'Alice, elle, a changé sa stratégie, puisque la première carte n'est plus la même, c'est celle qu'elle vient de piocher. J'ai On va tapé. résoudre là, par exemple, le combat. Donc là, typiquement, moi, je fais un de rage. Et Moi, toi, je t'attaque. tu attaques. Je t'attaque Bodvar. Exactement, parce que c'est Bodvar qui s'est activé, donc du coup tu attaques. Toi ton attaque elle fait 1, puisque tu as 1 en puissance, donc je perdrai 1 point de vie. Hop, je descends mon marqueur de points de vie. Et là c'est marqué, si jamais cette attaque avait été bloquée, parce qu'on a moyen de bloquer les attaques évidemment, tu gagnerais 1 de puissance. Ouais. Mais c'est pas le cas. Mais du coup maintenant ça elle le sait, et moi Ouais. aussi. Donc je me dis que si j'attaque, je vais peut-être pas balancer une attaque dès le début, parce que elle a cette carte là au début. Elle pourrait évidemment changer cet ordre-là en mettant une plaçant carte une devant. autre carte par-dessus en essayant d'anticiper. Si on résout de nouveau la deuxième carte, moi j'ai toujours Jeanne qui va augmenter ici, me faire gagner 1 de Moi, je puissance. prépare encore une intrigue. Et toi tu prépares un intrigue. Et la dernière carte, c'est celle que moi j'ai rajoutée, c'est la nouvelle. Et là, moi, c'est encore serpent. Et qui bien tourne. moi c'est Bodvar qui va attaquer. J'ai 3 en puissance, j'inflige 3 à Mephisto. Donc là tu vois par exemple, tu as gagné 1 en puissance parce que tu as le serpent blanc. Oui. Donc tu prends 1 de puissance. Hop, Mais tu tout à l'heure, dans l'exemple, je te tapais. Parce que j'étais serpent noir. Oui, bon. Nyeh. Non, parce que tu commences en blanc. Mais c'est vrai que normalement, du coup, quand tu as résolu ta carte, tu as dû le retourner en noir, et donc là, tu gagnes pas 1 de puissance, mais tu attaques. Frappe. Et donc, du coup, tu frapperais lui, Frappe. tu perdrais 1 point de vie. Haha. Sachant que quand on perd des points de vie, il y a des petits symboles sur des endroits de la Exactement. jauge de vie, ça fait débloquer des petits trucs. Alors, Genre lui là, ouais. 8 points de vie, il peut flip son... Exactement. Donc, son quand serpent. on dépasse, quand on atteint ou qu'on dépasse le seuil d'un certain point de vie, enfin d'une case d'un point de vie, ça va marquer ce qui se passe. Donc, notamment pour Mephisto, ça va changer, ça va le forcer à flipper son jeton, à son avantage ou à son inconvénient finalement. Et pour Milady, ça va lui permettre d'activer des. T'as spoilé sa mécanique. Ouais, c'est pas grave. Ah là Je là. peux en montrer. En fait, les plans qu'elle a mis là face cachée, donc Les au début intrigues. elle les prépare, les intrigues. Moi je dis les plans parce qu'en anglais c'était des skins, c'est pour ça. Oui. Mais du coup, donc les intrigues qu'elle va préparer, elle va pouvoir, en fonction des effets de cartes ou des effets indiqués sur son plateau, révéler
Voilà, comme ceci. Ça, c'est ouais. dévoiler une intrigue. Et ça, du coup, c'est une intrigue éventuelle. Mais des intrigues, il y en a 11, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Là, je sais pas ce que tu montres. C'est... moi, je gagne une force et ton mon allié allié, il en gagne une aussi. Enfin, une puissance. Ah ouais. Et là, par exemple, ton allié gagne 2. Ouais, mon allié gagne 2. Il y en a un qui est très fort, c'est la petite bouteille, poison. ouais, la petite bouteille de poison. Je lui ai fait ça tout à l'heure. Aïe, En fait, aïe, aïe. C'est la moitié de tes points de vie. Ouais, c'est ça. Tu prends la... Arrondi au... Ouais, c'est ça, arrondi au supérieur. Ouais. Ça t'a fait mal, hein. Ça divise par 2 les points de vie, ça picote. Ouais. Alors c'est vrai que quand on est en pleine forme, ça picote. Quand on n'est plus qu'à 2-3 points de vie, ça picote un peu moins. Bah ouais, c'est sûr. Là, par exemple, ça déclenche une autre intrigue, en plus de donner une puissance à son pote. Voilà. Donc vous l'aurez compris, tous les personnages sont là, vous avez vraiment quasiment tout le jeu, mais tous les personnages sont complètement différents, ils ont chacun leur petite mécanique, mais la mécanique de base du jeu, c'est on révèle nos cartes, on les résout en même temps, une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on en pioche 3, on en ajoute une sans changer l'ordre, et ensuite on repart pour un combat. Ce qui fait qu'on peut anticiper, alors après évidemment on ne peut pas tout anticiper, il y a quand même un peu d'aléatoire dans le jeu, parce que forcément quand j'ajoute une carte, au début c'est toujours avant ou entre plusieurs cartes, ou à la fin. Et donc forcément, au bout d'un moment, on revoit passer les mêmes cartes, et on peut se douter que le joueur va essayer de limiter, on va dire, l'adjacence de certaines cartes. Par exemple, il sait que moi, 3 fois de suite, je joue Jeanne, et après, il y a Bodvar qui joue. Mais au bout d'un moment, moi je me rends compte que depuis le début, c'est Jeanne qui prend cher au début parce que les attaques sont tout au début et après elles sont plus là. Donc il y a un moment, il faut que, si je veux répartir les dégâts, essayer de placer des cartes entre mes cartes qui sont déjà placées. Vous voyez là, à chaque fois sur chaque personnage, il y a aussi un petit truc de complexité. Donc lui, il est simple, le golem, et ça vous donne un mot-clé pour lui. Donc lui, effectivement, c'est un peu le tank, il protège et il est résistant. Là, il y a Mordred qui est un tout petit peu plus complexe. Lui, il monte en puissance, effectivement. En fait, il accumule de la puissance et à partir d'un certain moment, quand il atteint 7... En fait, c'est une carte un peu spéciale qui lui fait gagner de la puissance tant qu'il n'a pas 8, et à partir du moment où il a 8, il attaque. Mais en fait, c'est vraiment un assassin, c'est-à-dire que pendant tout le début de la game, il va pas faire grand-chose, mais dès qu'il va frapper, il va faire des grosses attaques. Elle, c'est support parce que elle soigne pas mal, en vrai. C'est la Mama, c'est ça? Non, c'est Jeanne. Ah oui, Jeanne, oui, ok, pardon. Elle est très simple. La Mama, par contre, vous voyez, elle est super complexe. Elle fait du contrôle et elle est immortelle. Pas évident, ouais. Pas évident, la Mama. J'ai pas joué tous les persos. Les moins évidents, c'est elle et ceux qui sont par groupe, c'est-à-dire il y a les Wild Rangers, le petit là. Peuple. Et les petits peuples sont pas évidents parce qu'en fait, eux, c'est des petits esprits. Et ils ont pas beaucoup de points de vie, mais ils prennent pas beaucoup en attaque. Par contre, ils sont 3 et ils ont pas forcément les mêmes effets. Donc c'est vraiment très cool. Fei Hong, tu m'avais expliqué qu'il t'avait défoncé. Lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un système de chakra un petit peu. Et en fait, il va cibler des personnages adverses avec des jetons de chakra, de cible. Et dès qu'il commence à taper, en fait, il va même pouvoir taper avec la force de celui qu'il a ciblé avec son jeton. C'est vraiment très très technique à jouer, mais c'est vraiment très fun aussi. Ah voilà, ça c'est l'autre groupe là. Oui, ça c'est le groupe des Wild Rangers. Eux ils jouent avec un shérif. Wild Bunch. Ouais, c'est ça. Ils jouent avec un petit jeton de shérif. C'est hyper particulier aussi, les Wild Bunch. Et voilà. Shango il est très cool aussi. Il fait des crash du feu. Je pense qu'on a. Enfin, honnêtement, le jeu en termes de mécanique, il n'y a pas grand chose. C'est juste très très bien exécuté parce qu'en termes d'auto-battler, l'avantage c'est qu'il faut toujours faire un truc très simple mais qui puisse quand même apporter une certaine richesse dans le jeu. Et là, la richesse elle vient entre autres du placement de vos cartes, mais aussi du duo que vous allez créer, en sachant que... Face à quel duo en plus? C'est ça, dans les premières parties, vous allez prendre au début des trucs au pif, vous allez rendre compte que le duo il est tout pourri. Quand vous connaissez bien les personnages, vous avez notamment les cartes qu'Alice vous a montrées ici. Ça, c'est aussi notamment des cartes qu'on va pouvoir drafter. C'est-à-dire que par exemple, je peux en distribuer 5 à ce joueur, moi je m'en distribue 5, il y en a 2 qu'on connaît pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir un, je vais en virer un, admettons, et je vais filer le reste au voisin, lui va faire pareil. Ça, c'est un draft que là, je viens d'inventer. Dans les règles, il y a des drafts qui sont proposés, mais en fait, vous le faites comme vous voulez. C'est un peu comme Mindbug. Vous pouvez très bien dire, là, on va jouer avec ce mode de draft-là. Tu vas en piocher 2, je vais en piocher 2, je vais en choisir un, l'autre, tu me le files, et après, on en repioche, par exemple. Vous draftez les personnages comme vous voulez, mais c'est un draft qui est important à partir du moment où vous aurez joué au moins une fois chacun des persos. Parce qu'il y a des persos, même au bout de la deuxième fois, vous les avez pas trop encore pigés. Et dans la boîte, il y a quoi? Ah oui, dans la boîte, il y avait un petit spoil, effectivement. Un petit spoil trop bien, un petit teaser. Regardez ce qui arrive en 2026. Donnez-moi vos suppositions, vos théories dans ça, je pense que ça concerne Star Wars. Ah oui. Je sens. L'épée comme ça dans le caillou. À tous les coups. Donnez-nous vos théories dans Ou alors Harry Potter. Mais je vois pas autre chose. La baguette de sureau. Ok, voilà, on arrive à la fin de ce focus. Encore merci pour cette belle avant-première. On a très hâte de la voir en rayon et de le proposer.
Ça va être une belle proposition pour Ouais. les gens qui aiment bien se frapper là. À 2, ouais. Et ben merci encore d'avoir suivi tout ça et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.